Donc, c'est un atelier qui est issu de la commission digitale au sein de la CPME 49, qui réunit d'éminents spécialistes dont vous avez un petit échantillon autour de moi. Enfin, là, il y en a un qui vient de partir et qui va revenir à l'instant, puisqu'on a vu qu'il y avait une forte demande de la part des entreprises un intérêt fort sur ces techniques de vente finalement en ligne, et on va voir différentes modalités ou différents leviers à actionner pour vendre sur le web. Et donc, on aura successivement des interventions sur 3 leviers identifiés pour mieux vendre sur le web. Le premier, c'est les ads ou publicités en ligne. Et donc, ça sera présenté par Philippe Haïn, qui est le dirigeant de l'agence Community Web, basée à Avrier. Puis on aura un deuxième levier qui sont les réseaux sociaux, comment on anime une communauté pour aider notamment à tout ce qui est vente. Et cette partie sera présentée par Antoine Chailloux, qui est le dirigeant du Le Coin Digital, qui est basé à Cholet, Antoine. Et la troisième partie sera présentée sur un autre levier qui est le référencement naturel ou SEO, présenté donc par Patrice Calves, qui est le dirigeant de Staff, également entreprise située à Avrier. Alors, la façon dont ça va se dérouler, ces 3 personnes vont intervenir successivement. Il y a des petites présentations d'une vingtaine de minutes chacune. Il y aura également une petite session Kahoot pour que vous puissiez interagir au travers de petits questionnaires à la fin. Il y aura un petit challenge. Et puis, il y aura également une session de questions-réponses. Alors, on avait dit comment les questions, on les faisait à la fin de chaque partie ou on les faisait à la fin? Comment on était convenu de fonctionner? On peut faire des questions-réponses à la fin de chaque partie. Oui, moi je pense que ça ferait plus sens. Si vous en êtes d'accord, on fait partie par partie. Et le Kahoot, on le fera à la fin. Voilà, et le Kahoot, on le fera à la fin. Est-ce que ça vous va comme fonctionnement? On est parti? Eh bien, sans plus tarder, je vais passer la parole donc à Philippe. Donc là, je viens de vous expliquer un petit peu comment ça allait se passer. Et Philippe, si tu veux bien nous expliquer le levier des ads ou publicités en ligne comme levier pour mieux vendre sur le web. À droite pour avancer. Okay. Essayer d'agrandir un peu le... T'as que ça. En bas à côté du diapo. C'est juste à côté des flèches là. Parce que c'est un peu petit, juste à côté. C'est quoi le. Ah non, il y a écrit. Ouais, tu trouves ça un peu petit ça? Ouais, le guide c'était de l'agrandir. Après, il le voit en grand. Ok, bon. On va faire un est-ce que j'ai récupéré le. Alors, juste avant de commencer sur les 3 leviers, quelques mots d'introduction. Avant tout, quand vous... Alors, on n'a pas fait de présentation, mais ça aurait été un peu compliqué vu qu'il y a des gens un peu en visio. Juste peut-être en un mot, votre secteur d'activité, si vous êtes en B2B, B2C. Voilà. Photographie, B2B et B2C. OK. Conseil en B2B. Conseil en B2B. C'est hôtellerie, restauration, boulangerie. B2B. B2B aussi, ouais, OK. OK. Graphisme en B2B. OK. Conseil en B2B. En B2B. À Cholet, là, vous êtes. C'est quoi les activités B2B, B2C? B2B. Et secteur B2B. OK. Ouais. Donc, principalement B2B. Donc, juste avant de commencer, l'idée, c'est de dire ce qui évidemment est hyper important avant de se focaliser sur comment on va vendre sur le web, c'est de se focaliser sur cet aspect stratégie, de se dire voilà, c'est quoi la stratégie, la meilleure stratégie pour mon business. Et donc, du coup, il va dépendre en fait de votre secteur d'activité, il va dépendre à qui vous adressez, de vos personas, etc. Et donc, cette stratégie-là, il va falloir la concevoir. Et c'est pour ça que là, nous, on fait une prémisse de cette conception en se disant, voilà, si demain, j'ai à me lancer en fait sur le web et que je dois commencer à vendre, quels sont les leviers que je dois activer et quels sont les leviers, dans quel ordre en fait je vais les activer. C'est ça qu'on va essayer, nous, en fait, de vous transmettre un petit peu dans cette présentation, c'est dire, voilà, si jamais demain, je commence,
Si je dois activer des leviers à court terme, quels vont-ils être? Si je dois activer des leviers à moyen terme, sur quoi je vais me baser? Et à long terme, pour pérenniser en fait mon business, qu'est-ce qu'il faut que j'active? Et on va voir que ce n'est pas nécessairement les mêmes leviers qui vont être activés. Et donc ça c'est intéressant de pouvoir le poser noir sur blanc, c'est pour ça qu'on parle de stratégie, en premier lieu, avant même d'activer quelconque levier que ce soit. Okay, et donc, les 3 leviers, court terme, moyen terme et long terme qu'on va vous présenter, il en existe évidemment beaucoup d'autres. C'est juste que sur une session d'1h30, 2 heures, on ne peut pas tous les aborder. Donc, on a pris ceux qui nous semblaient les plus importants pour la partie court terme, moyen terme, long terme. Néanmoins, si jamais vous êtes venu avec des idées en tête, des questions, etc., on est tout à fait en capacité, normalement, de pouvoir vous répondre sur d'autres sujets. Donc, n'hésitez pas, à la fin, même pendant, si vous avez une remarque, si vous ne comprenez pas aussi un certain nombre de termes, etc., n'hésitez pas à interrompre, c'est vivant, hein, donc c'est interactif. Donc, n'hésitez pas à nous interrompre et à poser votre question. Okay, et enfin, on va essayer de se pencher un peu sur, du coup, quels sont les budgets à consacrer pour ce type, pour chacune en fait, des actions. Et comme il n'y a pas en général souvent des budgets qui sont illimités, eh bien l'idée de priorisation va du coup devenir intéressante. Et c'est pour ça qu'on va, en connaissance de cause sur un levier court terme, moyen terme ou long terme, venir prioriser en fait les actions que l'on veut en fonction des objectifs qu'on va vouloir se donner. OK ? Voilà pour la petite introduction. Et donc, du coup, on va activer le plan en levier court terme, moyen terme et long terme. D'accord? Et donc, comme premier levier dans la partie court terme, on va commencer par le premier. On a sélectionné pour vous la partie ads et donc publicité online. D'accord? Ads qui veut dire publicité. Donc, on va en français publicité en ligne, d'ailleurs. OK? Donc, déjà, sur les publicités en ligne, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que les ads. Alors, vous en avez déjà vu normalement quand vous naviguez. Alors, il en existe de différentes manières. Il est 9h15. Il en existe de différentes sortes, pardon. Et donc, du coup, vous en connaissez des classiques comme les Google Ads, par exemple, que vous avez dû voir. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Ouais, vous avez tous comment? Non, pas tout à fait. Donc, on va juste revoir le principe, d'accord? Il y a évidemment les publicités sur les réseaux sociaux également, hein, sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et autres, en fonction du secteur dans lequel on se trouve. En B2B, on va beaucoup utiliser LinkedIn et puis également en fonction du secteur d'activité, Instagram et Facebook. D'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ces leviers-là publicitaires sur les réseaux sociaux sont les leviers qu'on va considérer les plus puissants au monde en termes de publicité. Pourquoi? Parce que c'est les leviers qui permettent de cibler le plus précisément votre persona. Persona, ça parle à tout le monde. Votre persona, c'est votre acheteur cible. D'accord? Votre acheteur idéal. Alors, vous pouvez en avoir plusieurs. Hein. Vous vendez à des restaurateurs, à des boulangeries, par exemple, et à des cantines. Ben, ça vous fait 3 personas différents. D'accord? C'est 3 acheteurs cibles qui vont acheter la même chose, ou quasiment, mais qui ne vont pas avoir les mêmes habitudes de consommation. Donc, on définit des personas, un acheteur type pour chacun d'entre eux, et on va venir cibler sur notamment les réseaux sociaux ces personnes-là de manière différente. On peut aussi évoquer, par exemple, l'affiliation. L'affiliation, c'est des publicités qui vont apparaître sur des sites partenaires sur lesquels l'audience correspond globalement en fait à vos personas. D'accord. Donc quand vous avez des bandeaux par exemple sur ce qu'on appelle des webzines, hein, des journaux en ligne ou des choses comme ça, du coup vous allez c'est un format en général qu'on appelle format d'affiliation. Ok. Alors pourquoi on utilise en fait, pourquoi les ads sont un levier sur le court terme? Eh bien parce que vous avez la possibilité quand vous activez en fait les publicités online de pouvoir générer potentiellement de la vente immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune durée en fait entre le moment où vous allez les lancer
et le moment où vous allez pouvoir faire de la vente. Alors, quand je dis durée, ça peut être quelques heures, quelques jours, une semaine, 2 semaines maximum. Ce sont du coup des leviers qui sont extrêmement rapides, qui ne nécessitent pas nécessairement une présence en ligne. Il faut juste en général avoir des comptes, un compte Google, un compte sur chaque réseau social, etc., pour pouvoir générer ces publicités et potentiellement commencer à vendre. Je dis potentiellement parce que évidemment, ce serait trop beau si ça fonctionnait pour tout le monde et pour chaque activité. Donc, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail et de savoir est-ce que ça peut correspondre à mon activité. L'idée, c'est qu'en sortant d'ici, c'est que vous fassiez une idée de savoir si, oui ou non, ça pourrait correspondre à mon activité. D'accord ? Donc, la finalité, elle est de quoi ? En général, en fonction des publicités, vous avez la possibilité d'activer des objectifs. Donc, ça peut être des objectifs de vente, et ça peut aussi être des objectifs de notoriété, ça peut être des objectifs de conversion, etc. Alors, on va justement en repasser un certain nombre d'objectifs pour pouvoir se donner une idée de ce que vous pourriez activer pour votre activité. La finalité, également, c'est que les objectifs aujourd'hui, et ça c'est presque une chance, c'est qu'ils sont globalement similaires à l'ensemble des outils publicitaires. Vous allez quasiment j'entends, retrouver les mêmes sur Facebook, sur Google et sur d'autres réseaux. Ça fonctionne à peu près pareil, même si la finalité n'est pas exactement la même. OK ? Alors, deux grandes familles, du coup, on l'a dit, les ads sur les moteurs de recherche. Donc, on va prendre globalement, c'est 98%, ça va être Google. D'accord ? On peut mettre un peu de Bing si on veut s'amuser. Hein, quand on est vraiment optimisé au taquet sur Google Ads et qu'on se dit « Ah, j'aimerais encore faire du chiffre, eh bien, on peut se dire « Tiens, ben, pourquoi je ne serais pas sur Bing ?» Et ça va rajouter un petit peu de piment, quoi, voilà. Alors la différence, c'est que plaisanterie à part, ça peut être intéressant lorsque vous voulez en fait vous démarquer, sachant qu'il y a beaucoup moins de concurrence en fait sur Bing. Okay, et ensuite on a ce qu'on appelle les social ads, donc les ads en fait sur les réseaux sociaux. Donc on va avec les plus connus prendre LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Okay, il y a quand même une différence entre ces deux familles de publicité, de types de publicité. C'est qu'il y en a une, en fait, qui est beaucoup plus basée sur la préméditation. D'accord ? Je vais expliquer le concept après. Et un qui est beaucoup plus basé sur l'impulsion. On va comprendre assez facilement que sur Google, en fait, lorsque vous faites de la publicité sur Google, vous enregistrez, en fait, des mots-clés dans l'interface pour apparaître sur ces mots-clés. Ces mots-clés, ce sont quoi ? Ce sont des requêtes qui sont réalisées par les internautes. C'est-à-dire que je vais taper une requête dans le moteur de recherche et après, à partir de cette requête, en fait, des publicités vont arriver et la personne va pouvoir cliquer dessus. On parle donc du coup de préméditation parce que la personne qui tape cette requête est déjà dans l'optique de préméditer son coup. C'est-à-dire que globalement, elle a déjà en tête quelque chose et elle veut qu'on lui donne en fait sa réponse qui correspond à sa requête. On va rester sur un format d'achat, c'est-à-dire que, imaginons que c'est quelqu'un qui recherche une tondeuse, et bien du coup, il veut une tondeuse thermique 30, je dis n'importe quoi, diamètre 28-30, et bien du coup, il va taper ça en fait, sa requête dans Google. Et on va pouvoir lui mettre une publicité parce que nous, on se dit, nous, on vend des tondeuses. Et donc, du coup, on a ce type de modèle-là qui correspond à cette requête. Je veux me positionner sur cette requête quand la personne cherche, en fait, cette requête. D'accord ? Et donc, on va se positionner. Et là, la personne, elle est déjà dans une optique d'achat, normalement. D'accord ? Alors, elle peut aussi simplement rechercher de l'information. Elle peut simplement rechercher, en fait, pas toute la tondeuse, mais potentiellement uniquement la courroie ou des choses comme ça. Pour la courroie, je pense qu'elle l'aurait précisé, mais elle peut chercher des pièces détachées. Donc, on peut, sur Google, en fait, intégrer des requêtes qui soient exactes ou beaucoup plus larges. D'accord ? En tout cas, toujours est-il que c'est un acte de préméditation. Donc, on va aller toucher des gens qui sont dans l'optique déjà de passer à l'acte. Sur les réseaux sociaux, c'est un peu différent. D'accord ? On va toucher des personnes qui, a priori, n'avaient pas forcément intention
de suivre votre publicité. Mais comme les outils de ciblage sont extrêmement puissants, lorsque vous allez diffuser une publicité sur le fil d'actu de votre Instagram, Facebook, etc., si c'est bien ciblé et si la configuration de votre publicité est bonne, eh bien du coup, la personne va se sentir concernée et va se dire « Oh, ah ben ça c'est peut-être bien pour moi ». Elle va cliquer et potentiellement se laisser séduire. D'accord ? Moi, je fais beaucoup l'allusion en fait à vous êtes rue Le Neveu, rue piétonne, vous arrivez, il est sur le coup de 16 heures, vous remontez en fait la rue pour aller chercher votre voiture au parking. Et puis, vous sentez des odeurs de boulangerie, etc. Vous passez devant la vitrine, vous voyez un petit éclair au chocolat qui vous fait de l'œil comme ça. Et là, vous dites « Ah, allez, j'y vais ». Et bien ça, en fait, c'est une publicité. Vous avez une vitrine, en fait, avec un super bel éclair qui était bien mis en avant. Et vous n'aviez pas prévu, en fait, vous deviez aller chercher votre voiture, vous n'aviez pas prévu d'acheter votre éclair au chocolat. Et pour autant, vous vous êtes laissé séduire. D'accord ? Et bien sur les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est pour ça qu'on dit que là, le visuel est extrêmement important. Et l'accroche et le visuel est extrêmement important quand on fait des publicités sur les réseaux sociaux pour aller toucher justement ces personnes sur une zone d'impulsion. C'est-à-dire que là, pour le coup, la personne n'avait pas prévu d'être dans une phase de quête d'achat. Pour autant, on a réussi quand même à la séduire, on l'a laissé tenter. Pourquoi ? Grâce au ciblage en fait publicitaire qui correspond et qui va être focus sur les centres d'intérêt des personnes. OK ? Alors, là, du coup, moi, j'ai des visuels. Je voulais vous montrer en fait un petit peu comment ça se représentait. C'est dommage qu'on ne puisse pas le mettre en plus grand. C'est quoi en arrière-plan ? C'est un peu plus grand. La grille en bas, ça te le. Tu veux que j'aille sur la grille. Ah non. Voilà. J'aurais essayé. Afficher des un contraste élevé. Tu peux pas désactiver les notes. Masquer le mode présentateur, non, tout ça. Comment ? C'est les notes qui te gênent, non? Ah oui, on s'affiche le mode présentateur en fait sur cet écran. D'un écran. Le mode présentateur. C'est ça. Ouais, c'est qu'on affiche le mode présentateur. Par défaut. Et donc, tu ferais quoi ? Faire masquer le mode présentateur. Ah bah oui, ça va masquer les notes. C'est un peu mieux. Bon, alors, elles sont un petit peu, c'est un petit peu flou quand même, mais dans l'idée, on a le concept qui est déjà plus visible. Donc, les publicités, comment on les repère ? Sur Google, en fait, vous avez, quand vous tapez une requête, là j'ai tapé agence community management par exemple, vous avez en fait les premiers niveaux qui arrivent ici, vous avez annonce en fait qui est présentée. Alors là, moi je l'ai surligné en fait en jaune, hein, mais en réalité c'est en noir, c'est assez discret. Et donc ces publicités qui sont au début sont les publicités de Google, d'accord ? Donc quand vous cliquez en fait ici, du coup vous arrivez sur une publicité et surtout la personne qui est présentée ici. Vous voyez qu'à chaque fois, quand on tape agence la community management, j'aurais pu taper tondeuse, j'aurais eu des offres de tondeuse. Là, j'ai tapé agence community management, je vais voir agence digitale, community management par une agence, etc. Et ensuite, quand il n'y a plus annonce, on tombe sur ce qu'on appelle les liens naturels, qui viennent du référencement naturel, qui viennent du SEO, qui vous sera présenté par Patrice. OK ? Donc ça, c'est les ads sur Google. Ensuite, vous avez d'autres types de publicités. Ça, c'est ce qu'on appelle Google Shopping. D'accord ? Les Google Shopping, c'est principalement des images. Vous tapez bottes en cuir taille 38. Du coup, vous allez avoir en fait plein de paires de bottes qui vont s'afficher. Là, j'ai tapé tondeuse. J'ai plein de tondeuses qui s'affichent. Et c'est la même manière, en fait, c'est des publicités qui s'affichent. D'accord ? Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne par des systèmes d'enchères. Système d'enchères, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va cliquer ici sur une des images ou ici sur une des annonces, la personne qui a voulu être présente sur cette requête-là va payer. Va payer en fonction de quoi ? Je grossis le trait, hein. Je ne rentre pas dans les détails, mais va payer en fonction du nombre d'autres personnes qui veulent également être présentes sur le même mot-clé, c'est-à-dire en fonction de la concurrence. S'il y a énormément de personnes qui veulent se positionner au même moment sur le même mot-clé, ça peut coûter assez cher.
D'accord? Ça peut monter jusqu'à 20-30 euros, en fait, le clic. Sur rachat de crédit, quelque chose qui est extrêmement, par exemple, convoité, ça peut coûter très cher. Après, en moyenne, ça dépend. On peut être à quelques centimes, 50, 60, 80 centimes, à quelques euros, mais ça dépend vraiment du secteur d'activité. Pour ça, on fait une étude en amont pour savoir à peu près quel serait le coût moyen, en fait, de votre présence sur ces annonces-là. D'accord? Sur Facebook, comment on va les repérer? Eh ben, de la même manière, vous avez un petit message. Donc là, alors il en existe plusieurs sortes encore une fois, mais là, on est sur le fil d'actualité. Vous êtes en train de naviguer sur votre téléphone et vous avez un petit message qui est marqué sponsorisé, d'accord, et qui vous indique que il y a une publicité, en fait, que ce poste-là, en fait, est sponsorisé, c'est-à-dire qu'il y a une publicité derrière. La même chose, en fait, pour LinkedIn, hein. Vous avez aussi post sponsorisé ici, la BNP qui fait en fait un post sponsorisé avec une vidéo. C'est marqué en dessous et ça apparaît comme une publication normale sur votre fil d'actualité. Sur Instagram, la même manière, écrit sponsorisé, vous êtes sur votre fil d'actualité, vous naviguez dessus et donc du coup la publicité apparaît. Alors, les différents acronymes et leur objectif, parce que les enchères, en fait, elles peuvent se faire de différentes manières. Donc ça, c'est un petit enseignement pour que vous puissiez démarrer en fait vos publicités. C'est vraiment la base de la base. On va parler de CPM, de CPC, de CPL et de CPA. D'accord? Le CPM, c'est le coût par. Alors, c'est vrai que c'est un graphique en espagnol. Je me suis dit, je vais mettre un peu de piment, caliente, il fait chaud le matin. Un peu d'espagnol, c'est pas mal. Donc, c'est les impressions. D'accord? Impressiones. Le CPM, c'est le coût par 1000. D'accord? Le coût par 1000, ça veut dire par 1000 affichages. Donc, en fait, vous allez payer, par exemple, 10 euros pour 1000 affichages sur les fils d'actualité de vos prospects. OK? Ça, c'est un premier moyen. Ensuite, vous avez le CPC. C'est en général le plus répandu. En tout cas, sur Google, c'est le plus répandu. Le CPM est pas mal utilisé sur les réseaux sociaux. Et en fonction de l'objectif que vous voulez activer, on va avoir en fait des objectifs de conversion qui vont être un petit peu différents. Donc, le CPM, c'est souvent pour générer de la vue, de faire de la notoriété. D'accord? Le CPC, on va souvent être sur un objectif de trafic. Donc, je fais une publicité avec un lien et j'espère que les gens vont cliquer dessus. Donc, je ne paye pas à chaque fois que la publication s'affiche, mais à chaque fois que la personne va cliquer sur le lien. Et donc, va être envoyée vers mon site, vers une page d'atterrissage présentant mes services ou mes produits, etc. On a le coût par lead, le CPL. Donc là, c'est l'action en fait que l'on veut que fasse la personne. On va récupérer de la data. Le CPL, c'est je récupère en fait une donnée, un nom, un prénom, un email. C'est en général le plus classique. Et le CPA, le coût par action. Coût par action, c'est en général vraiment la vente. C'est-à-dire que je veux que la personne arrive sur mon site. J'ai un site e-commerce, un site marchand. Je veux qu'il achète en fait ce produit-là. D'accord? Et donc, je vais vérifier que c'est bien la publicité qui me renvoie en fait l'acheteur. D'accord? Donc, évidemment, on peut traquer l'ensemble de ces publicités. C'est la grosse force des publicités online, c'est qu'on peut traquer les publicités et savoir si quand on investit 100 euros dans la publicité, eh bien, du coup, elle nous est rentable. Alors, les différents types de campagnes qu'il existe. On a globalement, comme je vous l'ai dit, des objectifs de notoriété. Donc, sur Facebook, on va retrouver notoriété, objectif de couverture, c'est-à-dire c'est vraiment de l'impression. Ensuite, on a des objectifs de trafic, d'interaction, si on veut générer plus d'interaction sur une publication, d'installation d'applications, si on a une application à promouvoir, de vue de vidéo, génération de prospects, etc. Et puis de la conversion, donc vente de catalogue, trafic en point de vente et réalisation de conversion. On va retrouver à peu près la même chose avec un peu moins d'objectifs, mais dans le même esprit sur LinkedIn, notoriété de la marque, engagement, visite sur le site web et vue de vidéo, et génération de leads, conversion sur le site web, et candidat, c'est plus pour la partie job. Sur Google Ads, on a des choses qui se ressemblent aussi, donc on va avoir un peu moins de notoriété. On peut en faire, notamment via de l'affiliation. On peut aussi aller sur YouTube pour faire de la notoriété. Ça passe aussi par les Google Ads.
vente, prospect, trafic vers le site web, considération du produit de la marque, couverture et notoriété de la marque, promotion d'une application, promotion et visite en magasin et créer une campagne avec un objectif spécifique. Et donc, les objectifs se ressemblent beaucoup, mais donc du coup, en fonction de ce qu'on a envie de faire, si on veut donner de la notoriété à sa marque ou si on veut convertir, eh bien, on va aller s'orienter vers un objectif plutôt qu'un autre. OK ? GTO. Je vais faire là. C'est bon. Alors, les triangles en bas, Philippe, je sais pas, ou alors ça, les appels de marché prêteur. voilà. Les différents principaux critères de sélection de l'audience. Donc, sur Google Ads, c'est principalement en fait des mots-clés. On va aussi avoir la géolocalisation, très importante, c'est-à-dire que vous allez pouvoir cibler, vous n'êtes que sur la région Pays de la Loire ou la région Maine-et-Loire, vous ne voulez pas que le gars de Marseille, en fait, il clique sur vos publicités, et du coup, vous pouvez géolocaliser, en fait, vos publicités, d'accord ? Et on va pouvoir segmenter les publicités, qu'elles soient larges, exactes, c'est-à-dire que vous avez un mot-clé, vous dites, OK, d'accord, mais moi, en fait, une voiture, je vends des voitures, qu'elles soient rouges, vertes ou machin, etc., eh ben, moi, ça me va aussi, je veux bien la vendre, j'en ai plusieurs. Donc, je vais faire une requête large, en fait, par exemple, sur cet aspect-là. Par contre, je vends que des voitures rouges, c'est mon business. Je vends que des voitures rouges. Et du coup, je vais définir, en fait, une requête beaucoup plus exacte parce que la personne qui recherche absolument une voiture verte ne va pas m'intéresser. OK ? Rares sont les business de voitures rouges. Il y en a quand même. Sur Facebook, Instagram, on va avoir plus d'éléments en fait de précision. Et ce qui va surtout être intéressant, hormis l'âge, le sexe qu'on va pouvoir cibler, voilà, je cible par exemple que les parents d'enfants de 0 à 12 ans. Et ben du coup, je vais pouvoir en fait cibler que ces types de personnes-là en fait sur Facebook. Et sur Instagram. Je vais pouvoir faire aussi de la géolocalisation. Ce qui va être très intéressant, c'est les centres d'intérêt, c'est-à-dire ne cibler que des personnes en fait qui sont intéressées, par exemple, par la moto. Hein, parce que je vends en fait des casques de moto. Je ne veux pas m'adresser à d'autres personnes qui ne seraient pas intéressées par le domaine de la moto. Donc, je vais cibler en fait les centres d'intérêt, par exemple, de la moto. Ici. La situation de famille, célibataire, en couple, etc. Pour vendre, par exemple, un certain type de produit, on va on va pouvoir sélectionner ces éléments-là. Également, s'ils ont une maison ou pas une maison, par exemple, ma tondeuse, je préfère les vendre à quelqu'un, des gens qui sont plutôt en pavillon plutôt qu'en appartement. D'accord ? Diplôme, école, également, on peut cibler. Et sur LinkedIn, eh ben, on va avoir la taille de l'entreprise, également la géolocalisation, le secteur d'activité, le poste de la personne, sa fonction, et potentiellement, on peut trier par chiffre d'affaires. Vous voyez qu'on peut cibler en fonction du choix du support qu'on va utiliser. On va pouvoir venir cibler de manière très précise en fait son audience. Alors, combien ça coûte ? Ben, en réalité, en fait, ça dépend beaucoup en fait du type de réseau sur lesquels vous allez être, d'une part. Et également, ça va dépendre de la taille de votre audience, de la période publicitaire. Si vous tombez à la Saint-Valentin, bah, du coup, ça va coûter un peu plus cher. Hein. Pour les roses, par exemple. Voilà. Par contre, au mois d'août, souvent, c'est beaucoup plus accessible. Ça va dépendre du support qui est utilisé, des objectifs de campagne que vous avez sélectionnés, des centres d'intérêt qui sont ciblés ou des mots-clés et de leur concurrence, et de la concurrence globale en fait au moment où vous allez vouloir faire votre publicité. Donc tout ça permet je vous ai donné, ça va aller de quelques centimes, et ça peut aller à plusieurs euros par exemple au coup par clic. On peut globalement en moyenne dire que LinkedIn, en fonction des types de mots-clés, mais LinkedIn va être assez cher. Google Ads peut être beaucoup plus cher que LinkedIn sur des secteurs très particuliers, mais sinon, sur des secteurs un peu plus classiques, on va être un petit peu en dessous. Facebook, un petit peu en dessous, et Instagram, encore moins. Ça, c'est en fait la frise du plus cher au moins cher. D'accord ? C'est une globalité, hein, c'est très schématique, évidemment, en fonction des problématiques, ça peut différer. Et du coup, c'est vraiment rentable. Est-ce que c'est vraiment rentable ? C'est ce que je vous disais en introduction. Ça va vraiment aussi dépendre
d'un élément qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire en fait votre ROI va aussi dépendre beaucoup de votre marge. Si vous avez des produits qui à très faible marge, qui sont très lourds à envoyer, par exemple, des choses comme ça, bah, du coup, ça va être compliqué parce qu'en fait, l'ensemble des coûts que vous allez générer pour vendre votre produit ou votre service vont venir directement impacter votre marge. Donc, en fonction du nombre de conversions que vous allez pouvoir générer par rapport au montant que vous allez dépenser, évidemment, plus vous avez la possibilité d'avoir de la marge et plus vous allez pouvoir dépenser en publicité. Donc, en fait, ça peut être rentable, ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de vos marges. D'accord ? Si vous avez des très faibles marges, c'est assez souvent compliqué de pouvoir générer de la vente par la publicité parce que ça représente quand même un coût et donc il faut venir calculer ça. Mais ça se calcule très facilement. On a des trackers qui permettent de vérifier que si vous faites de la publicité en même temps sur Google Ads, sur les réseaux sociaux, d'où viennent en fait les personnes et qui a le mieux transformé. Et donc en fonction de ça, vous faites des tests. Hein. On a un seul mot d'ordre dans le web, c'est test and learn, c'est-à-dire que vous testez, vous mettez des budgets suffisants sur chacun des réseaux et sur chacun des supports, vous testez et vous regardez en fait, bien évidemment, vous vous assurez que l'ensemble des trackings soient mis en place et vous assurez de savoir en fait quel est le levier qui va être le plus performant. Si vous détectez qu'il y a un levier qui est très performant, et bien là c'est banco, vous mettez du budget et vous générez vos ventes. OK ? Voilà, c'était pour cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Est-ce que vous aviez des idées préconçues ? Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez préciser ? Non. Moi, j'avais une question, Philippe. Oui. Tu as évoqué préméditation pour Google, pour les réseaux sociaux, plus de l'impulsion. Oui. Parce que là, on a beaucoup de personnes qui sont dans le B2B. Oui. L'impulsion marche aussi dans le B2B, dans le LinkedIn? L'impulsion marche aussi dans le B2B, évidemment. Donc, on peut avoir finalement un contenu qui est poussé? Complètement. En fait, ça va aussi dépendre du support hein, sur les réseaux. Ça va aussi dépendre du support. Mais du coup, sur LinkedIn, qui est évidemment beaucoup plus orienté vers le B2B, on a quelque chose de beaucoup plus performant et qui va également fonctionner sur de l'impulsion. Donc oui, ça fonctionne. D'accord, donc on peut aussi aller vers ça. L'autre chose, tu as parlé du ciblage. Oui. Et tu as dit finalement, donc on a vu Google Ads où on est vraiment sur des logiques de requête de mots-clés et on voit que c'est une arborescence différente. Tu disais test and learn. Ton conseil, c'est quoi? De se lancer sur des campagnes très courtes dans le temps où on peut corriger. Imagine que je dise, allez, je me lance, ça ne coûte pas trop cher en ce moment pour 15 jours et je vois que ça ne marche pas trop. Est-ce qu'on change les réglages en cours de campagne? C'est quoi ton conseil? Est-ce qu'on test and learn, on teste 2 jours et on voit si ça marche et on change les réglages? Comment ça se passe? Alors, mon conseil, effectivement, c'est déjà, si vous avez des budgets qui sont limités, de prévoir, il vaut mieux, à mon sens, tester un canal de publicitaire, mais avec un budget conséquent, pour justement aller jusqu'au bout du test. Parce que ce n'est pas parce que la publicité, dans un premier temps, ne va pas fonctionner que grâce aux optimisations, elle ne va pas être plus performante. Il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque plateforme publicitaire met un certain temps avant d'obtenir les feedbacks et les retours en fait, de vos audiences, de les convertir, de les calculer. Elle va souvent, par rapport à cette audience-là, en fait, aller chercher des profils similaires à l'audience qui a converti. Et donc, à partir de là, va petit à petit cibler en fait, vos publicités de manière beaucoup plus précise. Et donc, va rendre vos campagnes beaucoup plus performantes. Donc, tout ça pour dire qu'il vaut mieux, par exemple, je n'ai que 1 000 €. Je dis que c'est déjà pas mal, mais je n'ai que 1 000 € à consacrer à ces tests pour le moment. Je choisis par pressentiment peut-être le support qui me semble le plus intéressant et je vais consacrer ces 1 000 € sur un seul support. Ça ne sert à rien et ce serait assez peu cohérent en fait de se dire bon, je vais tester les 5 supports et je vais mettre 200 € sur chaque. En fait, ça ne va pas être suffisant pour pouvoir vraiment approfondir les tests comme tu disais. Premièrement, je fais ma campagne, ce qu'on appelle après, on met en place de l'A/B testing, donc plusieurs versions de publicitaires qui vont m'aider à choisir parce que sur plusieurs visuels ou plusieurs accroches,
Comme ça, on va savoir, en fonction de la cible, celui qui fonctionne le mieux. Et on va pouvoir réinvestir un peu en gardant que celui qui fonctionne le mieux. On réinjecte un peu de budget. Et là, ça permet effectivement de petit à petit venir créer cet entonnoir de performance publicitaire. Alors que si vous avez dispatché votre budget en fait sur l'ensemble des supports, du coup, vous avez beaucoup moins de moyens. Et surtout, il y a un rapport qui est très important, c'est le taux de conversion. C'est-à-dire que si vous avez, je prends un exemple très rapide et j'en termine, mais si vous avez LinkedIn par exemple, un taux moyen un CPC, donc un coût par clic moyen de 4 €. D'accord? Si vous vous dites, mon coût moyen en fait il fait 4 €, et vous avez un taux de conversion, je prends un taux de conversion très moyen, mais d'1%. D'accord? C'est-à-dire que sur 100 personnes, il y en a une qui convertit. D'accord? Si vous dites, je mets 200 €, ben, du coup, vous voyez bien qu'en mettant 200 €, vous allez recevoir combien de visites? 50. Ça ne vous permet pas de savoir si le taux de conversion moyen général de 1% a fait en sorte que la publicité a fonctionné puisque vous n'avez reçu que 50 visites. Peut-être que celui qui a rétransformé, c'était le 60e ou le 70e. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, votre budget, il n'est pas assez important. Et donc ça ne vous permet pas de tester en fait réellement si votre publicité a fonctionné. Donc en fait, là, sur ce taux moyen, ici, ce n'est pas 200, mais au minimum 400. Et là même, on peut se dire, ouais, mais si mon taux il est à 0,90, ça se trouve, c'est le 120e ou le 110e en fait qui a transformé. Donc là, c'est même pas 400 qu'il faudrait, mais c'est plutôt 600 ou 1000 pour se dire, si jamais c'est un peu en dessous, je veux savoir réellement si ça se transforme. Vous avez pigé la logique? Voilà. Des questions? Parce que moi j'en ai des questions, mais si vous en avez, c'est mieux. Est-ce que vous en avez? Non? Ok. C'est vous qui êtes photographe, monsieur, non? Ça, oui. Ouais. Alors, Instagram, c'est number one? La ruée vers l'or? Ouais, je sais pas. Par rapport à LinkedIn, par exemple, je sais pas, parce qu'on est sur un réseau social. Après, ça avant tout sur l'image. Ouais. C'est quoi ton conseil? Ça va dépendre de l'objectif, évidemment. Instagram, on est sur un réseau d'images. Ouais. Et c'est un réseau qui fonctionne très bien avec différents moyens en fait publicitaires. Là, on parle de publicité. Instagram va aussi pas mal fonctionner avec les influenceurs. C'est des formes de publicité, mais qui sont encore d'un autre format. Après, pour un photographe, ce qui va être intéressant, c'est de travailler en fait l'impulsion sur regarder ce que j'ai fait pour un mariage, pour tel événement, etc. Le truc, c'est que c'est pas toujours évident parce que le format carré va pas toujours avec le format portrait. Eh ben oui. C'est un peu des fois compliqué. Alors la limite. Mais du coup, il y a d'autres possibilités de. Je les ai pas tous exprimés, mais sur un format portrait, vous avez les stories du coup qui fonctionnent très bien. Et donc là, on peut faire des publicités en stories. Et donc, du coup, adapter un format différent, en fait, voilà. Je n'ai pas parlé de tous les formats parce que je l'ai exposé que 20 minutes, mais globalement, en fait, il y a plusieurs formats possibles. OK? Jusqu'à 11h. Oui, je sais pas. C'est 2 heures, donc on est encore bien. Dernière question, là, il y avait du conseil B2B, monsieur, conseil B2B de mémoire. Là, on avait vu, tu as évoqué un peu là. Conseil B2B aussi, non? Je nomme, oui, sur 2. Dans ces secteurs d'activité, le conseil, le clic, il renvoie vers quoi? Vers ton site, parce que tu as rarement un site marchand en conseil B2B. Enfin, dites-moi si je me trompe. C'est quoi ce qu'on cherche? Ouais. Sur le conseil B2B. Alors, là, c'est un petit peu différent aussi. On conseille surtout d'avoir un site qui est extrêmement bien conçu et qui a été conçu pour recevoir le visiteur publicitaire. Alors ça, c'est assez peu le cas en général. Quand on crée son site, on se dit, bon, moi, je veux mettre machin, etc. En réalité, la construction d'un site aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les techniques d'inbound marketing. C'est-à-dire que, globalement, on va réfléchir au persona avant de concevoir son site. On part du persona en fait de l'acheteur type et on se dit en fait si moi je suis l'acheteur, comment je vais venir sur mon site? Parce que en fait j'ai fait par exemple, je prends que cet exemple-là, des publicités online par exemple sur Facebook, sur Google et sur LinkedIn, d'accord? Et en fait ces personnes qui sont venues grâce à ma publicité, je vais les rediriger parce que je vais faire des campagnes de trafic par exemple, je vais les rediriger quelque part. Si j'ai pas moi réfléchi à comment, en fait, je voulais créer mon entonnoir publicitaire. Je prends un persona. Je prends mon persona, mon principal persona.
ce persona, je sais qu'il est absolument friand de cette offre-là ou de ce produit. D'accord? J'ai donc une offre que je vais packager à mort, que je vais promouvoir en fait de manière très prononcée sur mes différents leviers. Donc, je crée une offre avec une image hyper attractive, potentiellement une réduction de prix ou quelque chose comme ça. Et ça, du coup, je vais générer l'impulsion où, quand la personne va taper la requête, elle va en fait tomber sur cette offre-là. Elle dit, c'est exactement ce que je veux. Du coup, j'ai le choix ensuite de l'amener sur mon site. Mais sur mon site, je vais l'emmener où? Ça, sur la page d'accueil, sur mon offre produit avec 8 pages de texte, etc. Non, en réalité, si je veux réaliser de la transformation de la vente, je vais l'envoyer vers ce qu'on appelle une landing page, donc une page d'atterrissage en français, qui va être focalisée, pensée et réalisée pour générer de la conversion. Et donc là, on va essayer de capter en fait ce qu'on appelle du lead. On va essayer de donner envie suffisamment en offrant, en général, on dit donner pour recevoir, en offrant un livre blanc, en offrant quelque chose en fait que la personne va pouvoir recevoir. Et donc du coup, pour qu'elle puisse nous donner en fait ses coordonnées, donc là, on récupère de la data. Cette data, on va pouvoir l'utiliser après à ce qu'on appelle l'automation, donc en lead nurturing, c'est-à-dire de pouvoir lui, donc élevage de lead en français, de pouvoir continuer à lui donner en fait du contenu pour faire en sorte que la personne, à un moment donné, si elle n'était pas assez mature au moment en fait où elle a fourni ses data, puisse nous contacter au moment où ça le serait. D'accord? Donc la landing page va être travaillée et faite pour, et donc là on va viser du coup la conversion. Et on va pouvoir ici intégrer évidemment tous les aspects de tracking, qui sont des petits codes à mettre, des petits bouts de code en fait à mettre sur le site, qui vont permettre de vérifier d'où vient en fait la personne. Est-ce qu'elle est venue de Facebook? Est-ce qu'elle est venue de Google? Est-ce qu'elle est venue de LinkedIn? Et du coup, arbitrer après et optimiser son budget. Parce que c'est souvent la question qu'on se pose, c'est comment, là on voit du démarrage jusqu'à l'atterrissage et la conversion, et c'est vrai qu'on se pose la question, finalement, comment il est arrivé jusqu'à chez moi, et là on voit tout le chemin, hein, parce qu'il y a tout le tracking. Ouais. J'ai une question, il y a un intérêt vis-à-vis de Pinterest ou pas? Alors, ah oui. Ouais. Il y a le SEO, je sais que le SEO. Mais... Alors un peu effectivement pour le SEO, mais c'est surtout une source de génération de trafic qui est très forte. Ouais. Notamment la stratégie Pinterest-Instagram, rediriger potentiellement vers Instagram depuis Pinterest, peut être quelque chose qui peut être très intéressant. Et c'est une source de trafic assez forte. Ok, merci beaucoup Philippe. Donc là on a vu finalement les ads. Et ça va faire sans transition, on va aller sur les réseaux sociaux avec Antoine. On a vu aussi un lien finalement avec la construction du site que va nous expliquer tout à l'heure Patrice, donc sur tout ce qui est les sites internet au sens large. Et vous voyez, tout ça est un ensemble cohérent. Hein, Philippe l'a dit, on vous montre quelques leviers, mais il l'a dit dès le début, c'est une stratégie. Et c'est l'exemple que je trouvais très intéressant, c'est de dire que si le site n'est pas bien conçu, vous dépensez dans des ads et vous atterrissez et rien. Hein, donc voilà, hein, tout ça est très lié. Antoine, tu as la parole sur les réseaux sociaux. C'est parti. Pas de souci. Merci Philippe. Hein, ça va me permettre de réenchaîner tout de suite. Alors, on ne va pas changer de sujet, mais on va se concentrer sur un des sujets qui sont les réseaux sociaux. Philippe vous a parlé plutôt des ads. Moi, je vais plutôt vous parler du community management. Je pense que ça parle à tout le monde. Le community management, c'est gérer vos réseaux au quotidien, on va dire. C'est de poster en fait sur vos pages régulièrement. Ou sur vos comptes, d'ailleurs, ça peut être aussi ça. Alors, avant de commencer, alors c'était plutôt moyen terme, mais voilà, je vais vous imaginer un petit peu la différence entre le ads et le community management. On va dire que le ads, comme Philippe vous l'a dit, c'est plutôt du court-termiste. On va devoir des résultats assez rapides. Par contre, le community management, c'est plutôt du moyen-termiste, voire dans quelques cas du long-termisme. Mais voilà. L'intérêt, on va dire qu'il faut construire une communauté. Donc, si vous en avez déjà une, très bien, vous avez une partie du travail de fait, mais il faut la construire. À la base, cette communauté, si on part de zéro, il faut en construire une. Donc, ça peut prendre du temps. Là où sur les ads, on va payer pour avoir des conversions, on peut aussi avoir, ça me fait une transition, mais un levier qui est de gagner des abonnés. C'est un objectif publicitaire de gagner des abonnés sur votre page. Donc, ça peut être le cas. Mais après, il va falloir l'entretenir, cette cible. Il va falloir poster régulièrement, il va falloir mettre plein de choses en place pour que justement elles viennent chez vous.
Il y a aussi énormément de réseaux, on en a parlé, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest. Voilà, il y a maintenant, je l'ai perdu, j'ai TikTok qui arrive aussi beaucoup, Snapchat, un petit peu. Donc voilà, il y a plein de réseaux et dans cette marée, il va falloir savoir un petit peu lesquels sont faits pour vous, pour votre activité, parce que le but n'est pas d'être partout, mais aussi de se concentrer sur ceux qu'on maîtrise ou ceux en tout cas où est notre persona. C'est surtout ça le plus important. Alors, d'abord, comment choisir le bon réseau ou les bons réseaux? Ça dépend après de votre activité. Là, on est principalement dans le B2B. Donc, déjà, c'est premièrement définir un objectif. Forcément, il vous faut un objectif. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez faire sur les réseaux sociaux? Pourquoi vous y allez? Parce qu'en fonction de vos objectifs, voilà, il ne faudrait pas forcément se tromper. Si vous me dites l'objectif, c'est voilà, je veux gagner plein de clients à la fin de l'année, je vous dirais, oula, les réseaux sociaux, le community management, en tout cas, c'est pas forcément la bonne méthode. Si votre but, c'est commencer à créer une communauté pour que demain, vous ayez une grosse communauté, qu'elle puisse devenir à un moment rentable, là, déjà, on commence à être dans un bon objectif. Mais il y en a plein d'autres. Après, tout va dépendre. Il y en a, ça peut être pour recruter. Je sais qu'il y en a qui décident d'aller sur tel type de réseau parce que s'il y a telle cible, on va la voir après, juste parce qu'ils se disent, voilà, j'ai du mal à recruter, je veux montrer une bonne image de ma société, ce qui se passe en interne pour essayer de donner envie aux candidats de venir chez moi. Donc, vous voyez, en fait, chaque personne en fait, a un objectif précis et c'est important pour vous de bien déjà le définir. Alors ensuite, là, c'est une redite par rapport à ce qu'on disait depuis tout à l'heure, mais évidemment, définir votre cible ou vos cibles, si vous en avez plusieurs, ça, c'est hyper important. Ce qui va aussi donner le ton de communication derrière pour vous sur les réseaux sociaux. Si vous avez deux cibles, imaginons, je dis une bêtise, mais vous avez une cible qui va être et les parents et les jeunes, puisque les jeunes peuvent inciter les parents à l'achat, et ben forcément, vous n'allez pas parler de la même manière. Peut-être plus tutoyer sur les jeunes, peut-être plus vous voyez sur les parents, peut-être, enfin voilà, il y a différentes méthodes en fait qu'on va utiliser. Donc du coup, c'est pour ça que c'est important de tout définir. Alors ensuite, la troisième étape, c'est évidemment de bien connaître l'environnement de tous les différents réseaux sociaux. Puisque quand vous allez avoir défini votre cible, défini l'objectif, vous allez mettre en rapport avec tous les réseaux qui existent et de se dire, voilà, par rapport à ce que je veux faire, pour moi, c'est celui-là qui est le plus intéressant, ou celui-ci, ou plusieurs. Donc là, le but, c'est de vous définir, de vous montrer un petit peu tous les réseaux sociaux qui existent et de vous donner un petit peu les statistiques qu'il va y avoir. Alors, on parle de Facebook dans un premier temps. Pourquoi on parle de Facebook toujours? Alors, on entend beaucoup en ce moment, Facebook est délaissé, il est plus utilisé. Alors, oui, c'est vrai pour une certaine partie des gens, mais quand on parle d'utilisateurs actifs mensuels, c'est-à-dire qu'ils se connectent au moins une fois par mois, Facebook reste à 40 millions d'utilisateurs. Il est bien loin devant. Donc, c'est le plus hétéroclite, on va dire, et c'est le plus complet. Après, il est vrai qu'il y en a qui sont en ce moment en train de grimper dur et qui vont avoir un intérêt aussi. 51% d'hommes, 49% de femmes. 91% des utilisateurs quotidiens représentent la tranche 25-49 ans. Donc, ça vous donne une idée déjà un petit peu de si votre persona est dedans ou pas. Voilà pour ça. Alors, c'est aussi le plus gros qui est monté assez vite par rapport aux réseaux sociaux. Alors, sur l'historique des dates, ça fait partie des plus anciens. Oui, Oui. une question? Il y avait une question? Oui. Ouais. Question. Les 40 millions d'utilisateurs actifs mensuels, c'est sur quelle population? La France. D'accord. Merci. Merci. Voilà. Donc voilà un petit peu pour Facebook. Donc ça fait partie des plus anciens réseaux sociaux, hein, ceux qui sont là depuis longtemps. De toute façon, c'est celui que vous connaissez peut-être le plus, qui a été le plus utilisé pendant des années. Ensuite, on a Instagram. 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels, donc en France également. 46% d'hommes, 54% de femmes. 80% des utilisateurs quotidiens représentent la tranche des 16-25 ans, donc public plus jeune. Et 80% utilisent Instagram pour découvrir des produits ou des services. Donc là, on revient un petit peu aux ads qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez que on vient utiliser Instagram aussi beaucoup pour ça. Donc voilà, ça fait partie des réseaux qui sont montés très fort et qui continuent à monter, qui sont en vogue, notamment avec le métier d'influenceur. Il l'a évoqué très légèrement, Philippe, mais ouais, le métier d'influenceur vraiment est très présent sur ce marché et YouTube aussi pas mal.
TikTok commence un peu. C'est vrai que Facebook n'est pas du tout dans cet aspect-là. C'est aussi pour ça que les jeunes sont aussi un peu partis là-dessus. Mais ouais, donc il y a toute une économie qui est générée par Instagram qui est très très forte. Et comme on l'a dit, c'est un réseau qui est très visuel. J'ai toujours l'habitude de donner la même chose. Quand vous regardez, alors on va passer après sur LinkedIn, mais Facebook, LinkedIn, ouais, voilà, globalement, quand vous scrollez, vous avez l'habitude de naviguer sur votre téléphone et que vous descendez, vous regardez les posts, on voit souvent la marque, le texte et l'image. Sur Instagram, on voit l'image d'abord. Déjà, à l'historique, Instagram, c'était fait pour mettre en avant une image et légender. C'est ça la grosse différence. On légende plutôt qu'on introduit un post. Donc déjà, tout est fait sur l'image, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc en fonction de ce que vous allez vouloir vendre et ce que vous allez mettre, vous pouvez ou pas aller sur Instagram. C'est vrai que c'est quelque chose de très visuel. Après, il n'y a pas de règle, mais si je vous donne un exemple comme ça, imaginons que vous voulez mettre en avant vos réalisations, ou en tout cas ce dont vous fassiez la promotion. Je prends l'exemple d'un maçon et d'un jardinier. Un maçon, s'il vous montre des parpaings à monter, ce n'est pas très vendeur de monter un parpaing, même si. Et après, il faut aussi que son personnage soit dessus. Par contre, un jardinier qui, lui, va présenter un beau jardin, c'est tout de suite plus attrayant et plus vendeur. Vous voyez, donc il y a aussi ça, en fonction du réseau et en fonction de votre objectif, il va falloir bien comprendre ce qu'on va pouvoir y faire et ce qu'on va pouvoir y mettre. Alors, on a TikTok, alors c'est voilà, le réseau qui est en train de grimper vraiment, où on est à 14,9 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc en France, pareil, 44% d'hommes, 56% de femmes. 75% des utilisateurs quotidiens représentent la tranche 16-25 ans. Et 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. C'est pour vous montrer un petit peu la puissance que commence à avoir TikTok. Format complètement différent, où là, c'est plus un peu sur le principe, on va dire, des stories, ou alors à l'époque, pour ceux qui ont connu Vine, Vine, c'était un réseau où on faisait que des vidéos très courtes. Et ben, c'est un petit peu le cas. C'est un petit peu ça, c'est vraiment de la vidéo, c'est vraiment rapide. Le métier d'influenceur est aussi pas mal là-dessus. En fait, c'est celui qui se rapproche peut-être le plus, on va dire, dans l'influence de Instagram. Il y a YouTube aussi, mais c'est pour un autre critère. Donc voilà, donc c'est vraiment le réseau qui monte en flèche, mais un réseau qui est assez jeune, qui est vraiment jeune. Vous voyez, 16-25 ans, je pense même qu'il y a une autre tranche entre les 25% qui restent qui doit être très jeune. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas avoir moins d'un certain âge pour aller sur les réseaux, mais bon, on sait très bien que ça se change. J'ai une question, ça vaut peut-être le coup dans ces cas-là de faire de la veille plutôt qu'autre chose sur ce réseau. Ouais, complètement aussi. Voilà, vous voyez, typiquement, ça c'est un objectif précis. On va aller sur un objectif précis d'utiliser ça, TikTok, pas forcément pour moi poster, mais par contre pour faire de la veille, voir ce qui s'y passe. Tu peux supposer que ceux qui sont là, à un moment, ils iront peut-être sur Insta ou Ouais, d'accord. pas du tout. Ou alors ils vont rester dessus. Les vieillons, en tout cas. Voilà. Ce qui s'est passé un peu avec Facebook. Parce qu'on voit que c'est 25-49 ans, et alors que finalement, si on revient 10 ans en arrière pour Facebook, c'est tous ceux qui aujourd'hui ont la trentaine et quarantaine qui avaient 20 ans et 30 ans. Donc voilà, le réseau monte aussi. Peut-être que d'ici là, même vu à la vitesse où ça évolue, il y en aura peut-être un nouveau qui existera, et du coup les jeunes le délaisseront pour aller là-dessus. Donc voilà, un petit peu pour celui-là. Alors j'en ai mis quelques autres. Alors, LinkedIn, 10,7 millions d'utilisateurs actifs mensuels. 53% d'hommes, 47% de femmes, 55% des utilisateurs représentent 25-34 ans et 85% des décideurs B2B en France utilisent LinkedIn. Donc ça montre qu'il y a vraiment un intérêt pour l'achat ou en tout cas pour la conversion sur LinkedIn. En tout cas, votre cible peut forcément y être. Alors c'est le premier où vous voyez que je parle de B2B, B2C. C'est vrai que LinkedIn a fortiori plus une connotation B2B de par sa façon de faire. Déjà, vous présentez un CV. Donc, quand vous avez un profil, ce n'est pas un profil perso, c'est votre profil professionnel. Déjà. Donc, déjà, rien que ça pose un peu le cadre. Quand vous communiquez dessus, alors maintenant, il y a un grand terme qui s'appelle le social selling. On va essayer de vendre sur les réseaux sociaux. Quand vous commentez, vous partagez des infos, on voit souvent votre nom, mais on voit aussi votre post. Donc, du coup, c'est ça qui fait que par nature, on aurait tendance à dire que LinkedIn est le B2B par excellence. Mais encore une fois, tout va dépendre de votre objectif et de votre cible. Il n'y a pas de règle. Personne ne dit qu'il faut absolument aller sur LinkedIn si vous faites du B2B. Personne ne dit qu'il faut absolument aller sur Instagram si c'est du B2C. Vous pouvez faire du B2B sur Instagram. Tout dépend de votre cible. Ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà. Vaut mieux bien connaître les réseaux et l'adapter à votre objectif à vous que de se dire c'est celui-là qui est en B2B, donc c'est celui-là que je dois aller. Pas forcément penser ça comme ça. Top. Alors, Snapchat,
Donc, je vais aller un peu plus vite après sur le reste, que je vois que ça file. 22 millions d'utilisateurs actifs mensuels, 47% d'hommes, 53% de femmes, 47% des utilisateurs quotidiens représentent la tranche des 13-24 ans. Donc, vous voyez là, c'est très très jeune. 82% des 15-24 ans visitent quotidiennement le réseau social. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Snapchat, Snapchat, c'est plus une sorte de, on va dire, messagerie vidéo. Pareil que TikTok ou les stories qu'on parlait tout à l'heure, c'est le principe. C'est d'ailleurs eux qui en sont à l'origine. Et du coup, mais par contre, c'est de se l'envoyer personnellement. Alors maintenant, il y a aussi une sorte de fil d'actualité, mais c'est moins intuitif que tous les autres réseaux. Vous n'allez pas arriver à avoir plein de vidéos de tout le monde, de plein de gens, même des gens que vous ne connaissez pas. L'algorithme n'est pas forcément fait pour ça. Donc du coup, l'intérêt, c'est vraiment de la messagerie personnelle. Et vous voyez que c'est très très jeune. Donc à part si vous avez vraiment un grand intérêt, un peu moins d'utilisateurs. Mais voilà, encore une fois, tout va dépendre de votre objectif. Si vous êtes une société qui vend des jouets pour enfants, ou en tout cas des jouets pour ados, ou des choses pour ados, ok, là, il peut y avoir un intérêt parce que ça va être votre cible. Et pour autant, c'est pas forcément eux qui sont décideurs derrière d'acheter, c'est peut-être plus leurs parents. Donc, vous voyez, en fait, tout s'étudie. Et c'est vraiment votre stratégie qui va définir si ça a un intérêt ou pas d'y aller. Est-ce que ça va pour les réseaux? En tout cas, pour la veille un petit peu de chaque pôle. Bon, c'est vrai qu'il y en a plein à dire. Après, voilà, comme on le disait, c'est le meilleur exemple de faire de la veille, d'essayer de comprendre un petit peu, d'essayer d'aller voir vos concurrents, comment ils communiquent, pour essayer d'après vous affilier, en tout cas prendre des infos et de vous dire, voilà, moi, ma valeur, mon atout, c'est ça, mon objectif, c'est ça, mon public cible, c'est ça. Donc, je vais aller essayer de chercher tel ou tel type de réseau et de tel ou tel type de manière. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un peu tous les réseaux, après il faut se dire comment je vais bien pouvoir communiquer sur ces réseaux. Parce qu'après, il y a le message aussi qu'on va faire passer par rapport à la cible. Et donc, il y a plusieurs éléments qu'il va falloir prendre en compte. Le premier, il faut être régulier. Ça, c'est la ligne directrice pour plein de choses. La première des choses, c'est, j'essaie toujours de vous remettre dans le contexte de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Philippe l'a dit tout à l'heure, c'est de l'achat d'impulsion sur les réseaux. Alors, sur de la publicité, ça va être plus rapide. Alors, sur du community management ou de l'animation, c'est encore plus long. Donc, il ne faut pas vous dire, je vais mettre un post, super, je vais avoir 3 clients. Ce n'est pas du tout l'objectif. Déjà, la plupart du temps, quand les gens vont venir, ils ne vous diront pas qu'ils vous ont vu sur les réseaux et que c'est ça qui les a aidés dans le processus d'achat. Donc, entre guillemets, il faut le prendre plus comme de la notoriété. Voilà, c'est vraiment montrer votre image. Mais il faut plus se dire, voilà, en moyenne, les Français passent à peu près 1h30 par jour sur les réseaux. En moyenne, à peu près. Donc, il faut vous dire que c'est pas parce que vous avez posté tous les jours que vous allez les saouler. S'ils s'abonnent à vos pages, c'est pour avoir vos contenus. Après, il y a des limites. C'est sûr qu'il faut que ce soit des sujets qui les intéressent. Mais c'est sûr que si vous publiez une fois par mois, l'algorithme, en plus, lui, est fait de telle manière que vous allez tomber un peu dans l'oubli pour votre cible. Forcément, ils sont intelligents, que ce soit tous les réseaux. Ils se disent, voilà, on va plus mettre en avant une page qui produit du contenu régulièrement sur ma plateforme que quelqu'un qui n'en produit jamais. Donc, c'est ça. Vous ferez le test, vous verrez. Une page, par exemple, je prends Facebook, mais une page que vous aimez, vous voyez les posts, vous likez les posts, vous voyez, vous leur mettez un petit j'aime ou vous les commentez. Vous allez voir derrière les autres posts qui vont mettre régulièrement. Par contre, si vous voyez 2-3 fois des posts que vous likez pas, au bout d'un moment, il ne vous montrera plus les posts. Pourtant, vous aimez toujours la page. Donc, c'est pour ça que la régularité, c'est vraiment le maître mot, en tout cas sur le community management. Et la dernière chose pour laquelle la régularité, c'est important, c'est que surtout, il faut se dire que la personne, elle vient voir un petit peu ce qui s'est passé dans la journée, ce qui s'est passé sur les influenceurs, sur les pages qu'on suit, sur les choses comme ça. Mais dans sa tête, il n'a pas du tout un objectif d'achat, en tout cas de vos produits, à la base, en tout cas. Mais il va s'y affilier pour plein d'autres choses. Ça peut être tout bête, mais qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Par exemple, on prend l'exemple d'un photographe qui fait des salons, plein de salons sur la photographie, sur les portraits, on parlait tout à l'heure, et qui du coup vraiment montre qu'il a une spécialité là-dedans. Parce qu'il a fait des super photos, ou alors il a fait un shooting d'un influenceur que la personne qui suit aime bien. Ça va faire tilt dans sa tête. Elle n'a pas besoin de photos à la base. Hein. Ça va faire tilt dans sa tête, elle se dire ah ouais tiens, il doit être bon parce qu'il a shooté telle personne qui m'aime bien. Et résultat, il s'avère que, je caricature, mais 2 ans après, il a une famille, il veut faire des photos, il se rappelle de ça, et hop, il va vous appeler.
Mais vous voyez, en fait, c'est de marquer son auditoire avec des posts réguliers. Donc, faire un post commercial pour se dire, voilà, je vends de la photographie, c'est tant mon tarif une fois par mois, c'est pas forcément ça qui va marcher. Par contre, si vous mettez en avant d'autres choses un peu sympas sur ce que vous faites, ça va beaucoup plus mettre en avant. Finalement, en tout cas, on va plus s'en rappeler. Okay, c'est un peu de la télé-réalité d'entreprise. C'est la même chose. C'est un peu ça. Ensuite, il y a les horaires de publication. Ça, c'est souvent quelque chose qui est assez peu fait. C'est-à-dire qu'on poste pour poster, on se dit tiens, faut que je publie à tel jour, telle heure, enfin, faut que je publie aujourd'hui, donc je vais poster, il est 10h, je poste. Ben non, il faut savoir que sur la plupart, vous avez la possibilité de programmer. Alors, ça dépend lesquels. Hein. LinkedIn, non. Après, il y a des applications tierces qui vous permettent de le faire, mais nativement, on ne peut pas le faire. Mais c'est hyper important, parce qu'il y a des moments où les gens sont plus en ligne. On va dire globalement, c'est entre midi et 2 et après 18h. Tout va dépendre des réseaux, peut-être un peu moins LinkedIn. Après, c'est à vous d'être stratégique. Quand est-ce qu'on décide de poster? Est-ce qu'on poste vraiment au moment où tous les gens sont là? Mais il faut se dire aussi qu'il va y avoir des milliers de pages au même moment qu'ils vont poster. Donc, est-ce qu'on est noyé dans la masse ou est-ce qu'on décide quand même d'aller à ce moment-là? Est-ce qu'on décide de repousser un petit peu plus tard? Mais vous voyez, il y a une vraie réflexion là-dessus. Il y a une vraie réflexion et de se dire, voilà, l'horaire de publication, elle a quand même une importance considérable. Et la troisième chose importante, c'est l'engagement de votre communauté. Vous savez, sur tous les réseaux, peu importe, vous avez la possibilité de mettre soit un j'aime, soit un commentaire, soit un partage. En gros, je schématise, mais c'est un peu ça. Et ben forcément, l'algorithme, lui, il va aider les posts qui génèrent de l'engagement. Parce qu'il va dire, OK, vous avez posté un post qui fait interagir votre communauté, donc forcément, c'est intéressant pour nous. Donc, il va plus le mettre en avant. Et c'est de là que part la viralité après des réseaux. Donc, l'objectif pour vous, c'est quand vous créez un post, c'est toujours d'avoir dans la tête, OK, je veux poster tel sujet parce que j'ai tel objectif derrière, mais comment je vais pouvoir donner envie aux gens d'interagir avec mon post? Que ce soit une photo, que ce soit voilà, n'importe quoi, une nouvelle baguette, un truc. J'ai une question. Ouais. Tu évoquais tout à l'heure les applications tierces. Est-ce que c'est pas, j'avais entendu dire que c'était pénalisant en fait sur certaines plateformes, ce qui permet de programmer, etc. Je ne sais pas si la question est claire. Bah non, nous on les utilise en tout cas et ça ne pénalise pas. Ça, Ouais, ça fait que- je vois pas en quoi. Après, peut-être que l'algorithme définirait que ça est envoyé, mais honnêtement, je pense pas. Sur le fait de programmer des publications? Non, mais par des applications tierces comme Outsuite ou des choses comme ça, qui permettent de l'extérieur de programmer. Non, honnêtement, je pense pas. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec la création d'un engagement fictif par l'achat de... C'est possible aussi en fait d'acheter en fait des lives, des trucs comme ça, et ça c'est pénalisé effectivement. Oui, voilà. Oui, ça, c'est le- Ah oui, je voyais pas trop où tu voulais en venir, mais ouais, ok. Oui, oui, effectivement, bah, ça oui, ce qu'on appelle les fermaclics, plus ou moins, qu'il y avait eu, on a pu voir à certains endroits. Ah, oui, maintenant les algorithmes sont assez poussés, ils font la chasse à ça, donc ouais, mais le post en soi, si le post après on va pas rentrer vraiment dans les algorithmes, mais en fait il a toute une partie l'algorithme où il analyse la qualité du post en lui-même et qui doit répondre à certains critères pour voir si on le met en avant ou pas. Et donc du coup par rapport à ça, bah, forcément qu'on le poste d'ailleurs ou après une fois qu'il est sur la plateforme, il est sur la plateforme. D'accord. Voilà pour ça. Et bah, du coup c'est bon pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à... Est-ce que vous avez des questions sur la partie réseaux sociaux? J'ai une petite question. Nous, on se pose la question en fait si on doit aller sur Instagram parce qu'on fait principalement de l'installation de matériel. Ouais. Et on ne sait pas encore, enfin, on pense qu'on va le faire, mais on ne sait pas encore. Est-ce que c'est intéressant? Alors, juste une question. Est-ce que vous avez entendu la question à Cholet? Non. Donc la question était, est-ce qu'on a intérêt à aller sur Instagram, sachant qu'on est une entreprise qui vend du matériel, des machines, ça, pour le secteur de la boulangerie, entre autres? Restauration, boulangerie. Voilà. Est-ce qu'ils ont intérêt à aller sur Instagram? Donc Antoine? Bah, je vais reprendre un petit peu le schéma de ce que j'ai évoqué juste avant, c'est que ça dépend de pourquoi vous voulez y aller. Ça dépend de qui sont vos clients, donc restauration. Est-ce qu'ils sont sur Instagram? La plupart du temps, oui. Donc voilà, après, donc comme ça, de but en blanc, je dirais pourquoi pas. Après, ça s'étudie évidemment dans le détail. Il faut voir aussi si vous avez des concurrents. Est-ce que les concurrents y sont? Comment... Et ouais, votre objectif, qu'est-ce que vous avez envie d'y faire, tout simplement? Pourquoi vous allez y aller?
C'est vraiment quelque chose qui. La question, c'est à partir du moment, je pense, hein, je complète ce que tu dis, à partir du moment en fait, où votre cible est présente, vous avez la confirmation que votre cible est présente, la question, c'est pas est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, c'est comment j'y vais. Voilà. Quelle est la prise de parole, quelle est la prise de parole que je vais prendre et comment je vais intéresser mon audience qui est présente pour générer en fait de la visibilité et potentiellement des ventes. Ça, c'est la vraie question stratégique qu'on appelle en général la partie ligne éditoriale. Il faut travailler et ça s'étudie comment? Ben, le persona, vous en faites une description la plus précise possible et vous allez ensuite, dans les centres d'intérêt, essayer de vous positionner comme vous, le persona, et d'imaginer, moi, si je suis sur Instagram, qu'est-ce qui me ferait envie, en fait? J'aurais envie de cliquer sur quoi, d'aimer quoi, d'être attiré par quoi. Et c'est ça, la problématique sur laquelle il faut se pencher. Mais si la cible est présente, la question, elle est vite répondue. Ça ne se pose pas. N'est-ce pas? Il faut y aller. La question, après, c'est comment, quel positionnement. C'est ça qu'il faut travailler. Sur ce que tu dis sur la ligne éditoriale, c'est le fond et la forme, hein. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à dire, mais aussi comment je le dis. Alors, en vous écoutant, si vos machines permettent de faire des brioches encore plus belles que la concurrence, on peut trouver d'un point de vue esthétique le moyen de le mettre en valeur, hein, qui est aussi le style graphique que vous voulez donner à vos publications, hein. C'est-à-dire qui permet de se décaler un peu par rapport à des machines inox qui font peut-être moins rêver, sauf pour les professionnels, mais faire un lien avec quelque chose qui pourrait être peut-être un peu plus esthétique, émotionnel, quoi. Hein, c'est ça. C'est ça, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici ou à Cholet? Bon, pas de questions. Alors, moi, on en l'a vu, bon, la charte éditoriale, on en a parlé. La programmation, on l'a évoqué légèrement. Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles? C'est-à-dire qu'on voit que ça peut être un peu chronophage quand même. Est-ce qu'on dédie du temps à ces contenus et on les planifie, ce qui rejoint aussi peut-être la ligne éditoriale, ce qu'on veut faire? C'est quoi le conseil? Je le fais en impulsion, enfin, ce qui, à mon avis, est différent de ce que vous avez dit. C'est quoi le conseil? Alors, je pense qu'il faut un peu des deux. C'est-à-dire que, comme tu le disais, Philippe, il y a une ligne éditoriale déjà à créer et pourquoi pas une programmation aussi. De se dire, voilà, quelles sont les thématiques, en fonction de quelle saison, parce qu'on peut avoir des produits saisonniers, on peut avoir des choses comme ça. Donc, il convient de définir, on va dire, une programmation globale, mais c'est plutôt pour moi des grandes lignes. Il va y avoir des choses qu'on va pouvoir évoquer, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas prévues et qui vont être des sujets qui sont très intéressants. Je sais pas, imaginons vous avez un coup de téléphone, un super client qui vous achète vos machines, qui est un nom très connu dans votre milieu. Bon, ouais, on ne va pas attendre 6 mois avant d'en parler, quoi. C'est intéressant de le faire à chaud. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut toujours se laisser la place à ça. Du moment que vous respectez la charte, en fait, de la ligne éditoriale de base, qui fait que ça marche, en fait. Et après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué, mais les réseaux sociaux, notamment le community management, c'est s'adapter à votre cible et c'est surtout aussi tester. C'est du test. Vous allez poster un post dans telle manière, à telle heure, vous allez le refaire avec un autre sujet, mais plus ou moins dans la même thématique, vous allez tester une image différente, vous allez tester, voilà, et c'est du test et c'est de l'analyse derrière, de tester ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et en fonction de ça, après, vous allez avoir de plus en plus de certitudes, même si ça change tout le temps, parce que votre cible va grandir, votre audience va grandir, donc du coup, voilà. Mais vous avez quand même une idée de ce qui va plus ou moins marcher. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que les algorithmes changent régulièrement aussi, hein. Ce qui marche à un instant marche peut-être différemment dans un mois ou 2 mois. C'est-à-dire que la règle peut changer aussi, à la règle du jeu, quoi, un peu. Tu disais, ça prend du temps. Alors, tu as montré un sprinter, un marathonien, un triathlète. En gros, à partir de quand on peut commencer à avoir des résultats? Parce que tu as dit que c'est long, quoi. Il ne faut pas se décourager, mais voilà, si au bout de 5 ans, je ne vois pas de résultats, est-ce que je m'inquiète? Voilà, un petit peu. Voilà. C'est quoi quand tu dis que ça prend du temps? En fait, c'est purement de la notoriété, comme je disais tout à l'heure, à part à faire du tracking et des choses comme ça, où derrière, on va pouvoir mesurer, ou que les gens viennent acheter. Je prends l'exemple parce qu'on parlait des machines. Si quelqu'un vous appelle par une machine, la plupart du temps, il ne va pas vous dire je vous ai vu sur Facebook ou sur Instagram. Donc quantifier en fait les résultats, c'est difficile et c'est pas la même chose pour tout le monde en fait. Ça va dépendre de chaque personne et de votre objectif. Encore une fois, si l'objectif c'est simplement de faire parler des machines et qu'on voit que notre communauté grandit au fur et à mesure des années, qu'on arrive à avoir une cible par rapport à un pourcentage de marché potentiel, on a tant d'abonnés qui sont plus ou moins dans notre secteur. Bon, ben voilà, on peut dire que c'est efficace ce qu'on fait. Après, de là à se dire, est-ce que c'est rentable noir sur blanc? J'ai investi tant, j'ai gagné tant.
Ça, c'est plus le ads qui va le permettre. Mais on est quand même sur des semaines ou des mois pour voir les. Ah oui, oui. Voilà, quand on se. Voilà. Quelques années. Voilà, on est sur un temps long quand même. Hein. Ouais, Voilà, c'est quand même. Ça s'arrête jamais. Ça vaut le coup de le dire quand même. Me semble-t-il. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est pour ça qu'il était classé dans la partie moyen intermédiaire, c'est que les premiers résultats ne vont pas arriver de la même manière que sur les ads. Là, on peut les provoquer en fait au bout de quelques et les voir très rapidement. Là, si vous partez de zéro, il faut le temps de créer en fait la communauté, de la constituer, etc. C'est effectivement plusieurs mois. Donc, on est déjà sur un levier qui est plus moyen-termiste. Il faut l'avoir en tête. Une chose, moi j'ai coutume de dire aussi, c'est qu'il faut qu'au moment où la personne va acheter la machine, un, elle ne vous oublie pas, deux, elle pense à vous, trois, elle a envie de venir vous voir. Et ça, alors vous parlez de l'engagement, mais moi ce que je vois aussi, c'est que les gens, y compris sur LinkedIn, n'interagissent pas forcément, mais voient ce que vous faites. C'est-à-dire que c'est un engagement qui paraît plus mou. Mais moi, je le vois, j'anime des conférences régulièrement. Ils n'ont pas dit qu'ils avaient adoré ce que j'avais fait, mais ils me disent: ah ouais, j'ai vu, tu as fait ça. Et en fait, ils n'oublient pas. Hein, et donc, il y a quand même ça aussi dans ce monde où le temps va si vite et on zappe d'un truc à l'autre qui ne vous oublie pas dans votre domaine. Voilà, ça paraît un objectif minimum, mais dans ce maelstrom d'infos, c'est important, puisque je ne sais pas tous les combien les gens changent les machines que vous vendez, mais voilà, c'est que le jour de l'achat, voilà, ils pensent à vous, quoi. C'est le principe même des réseaux sociaux, ce que je disais tout à l'heure. C'est le principe même de se dire il ne faut pas qu'on vous oublie, de quelque manière que ce soit. Après, il faut que ça reste dans votre éthique et dans vos valeurs. Mais voilà, le but, c'est ça, c'est vraiment attirer l'œil et de se dire oh, je me rappelle de vous pour telle ou telle chose. Voilà, en fait, c'est juste ça. Et du coup, j'ai une petite question, en fait, parce que nous, on publie à peu près 1 ou 2 posts par semaine, ça suffit ou pas? Donc là, il y a une personne qui dit, sur quoi? Sur LinkedIn? Sur Facebook et LinkedIn, ouais. Donc la personne dit, on publie 1 à 2 posts par semaine sur Facebook et LinkedIn. Est-ce que c'est suffisant? C'est la question. Moi, je conseille, pour moi, c'est le minimum. Après, voilà, vous allez voir réagir votre cible. En fait, surtout pour moi, le gros intérêt, c'est l'analyse de tout ça. Si votre cible continue à grandir, à grossir et que vous ne saoulez pas les gens à en mettre régulièrement tous les jours et que ça continue à augmenter, je dirais pourquoi pas. Mais pour moi, ouais, 1 à 2, c'est vraiment le minimum. Comme ça, vous allez rentrer, vous allez avoir un peu plus de travail, ce qui est quand même la bonne nouvelle de cet atelier. J'avais une dernière question. Sur LinkedIn, moi, j'observe une Facebookisation, si je peux utiliser ce terme-là, depuis 18 mois, des emojis, je raconte ma vie, c'est un peu vie ma vie. C'est vraiment un changement notable depuis 18-24 mois pour moi. Est-ce qu'il faut aller vers ça? Est-ce que c'est une tendance lourde finalement qui écrase tout? C'est-à-dire que les réseaux sociaux convergent finalement dans leur style aussi, parce que historiquement c'était des CV. Et maintenant on voit, je vis ma vie quoi un peu. Est-ce que cette tendance, est-ce qu'il faut aller jouer ça complètement? Les emojis, je raconte, y compris sur LinkedIn. En fait, ma vie quoi. Moi, je mettrais pas trop de barrières sur ce qu'on peut faire ou pas faire parce qu'il n'y a pas de règles en fait. On voit des buzz créés pour des trucs qu'on ne soupçonnait même pas. Et donc du coup, du moment qu'on est en accord avec sa cible en face et que le langage il est adapté à cette cible, à partir de là, rien n'est interdit pour moi. Il faut juste que la cible soit vraiment adéquate par rapport à ça. Ok, en adéquation avec j'ai entendu ce que tu disais, sa cible et puis ses valeurs, sa façon d'être. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas se dénaturer pour aller parce que le réseau demande ça. Non, ça marche pas. Merci Antoine. Avec plaisir. On va accueillir notre troisième prestigieux présentateur, Patrice Calves, qui va nous parler de référencement naturel ou SEO. Parfait, je te remercie. Je t'en prie. Quand on parle référencement naturel, je pense que ça parle à tout le monde. C'est un des leviers les plus populaires et un des leviers les plus historiques aussi en web marketing. Si on parle référencement naturel, qu'est-ce que ça vous évoque? Comment est-ce qu'on peut référencer en fait un site internet? Quels sont les critères à vos yeux en fait qui vont permettre de mieux référencer un site? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les mots-clés. La pertinence. La pertinence, ok. Qu'est-ce qu'on va voir comme autre critère? Le contenu. Le contenu. La cohérence, moi je mettrais entre les... La pertinence, la cohérence, effectivement. L'architecture. L'architecture du site. Très bien. C'est effectivement, non, on est pas mal. La vitesse en fait partie, exactement. Éviter de dupliquer aussi certaines pages. Le contenu dupliqué, effectivement. On n'est pas trop mal là déjà. On n'est pas trop mal. On peut, en référencement naturel, catégoriser en fait les critères
en 5 familles. On a toute la partie technique. C'est la manière dont va être conçu le site Internet. C'est la manière dont le contenu va être valorisé et on va créer de la pertinence grâce à la technique. Donc, c'est la partie structure du contenu, par exemple. C'est à peu près ce que tu disais tout à l'heure. Ensuite, on a le contenu. Le contenu, en fait, c'est... Alors, on a des sites ici sur lesquels on va avoir beaucoup plus d'images, un peu plus d'illustrations ici aussi. Et ce qu'il faut bien penser, en fait, et ne pas oublier, en fait, sur le référencement naturel, c'est que Google va favoriser le contenu textuel. C'est vraiment ce qui est recherché dans 80% des cas. Et chaque fois qu'on va utiliser, en fait, et valoriser de l'image, il va falloir, en fait, prendre en compte le Google et intégrer du contenu, donc illustrer et ajouter en fait du contenu qui explique un petit peu ce que l'on présente. Donc le contenu va être très important. Ensuite, on a la popularité. C'est quoi pour vous la popularité? Avec le nombre de visites, par exemple, sur une page? Pas tout à fait. Le fait de rester sur le site une fois qu'on y est, de rester un petit moment? Pas tout à fait non plus. Le fait de repartager la page? Non. La place où on est situé sur Google, non? Pardon? La place où on est situé sur Google? La requête. En fait, la popularité, c'est un petit peu comme sur les réseaux sociaux. Plus je vais avoir d'amis, et plus je vais être populaire. Pour Google, c'est à peu près la même chose. Plus je vais avoir de liens qui pointent externes, qui pointent vers mon site, et plus je serai considéré comme populaire. C'est ça aux yeux de Google, au final, la popularité. Et ensuite, on a la notoriété. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un petit peu plus fin. Alors, c'est quoi la notoriété, du coup, à la différence de la popularité? Les visites, là, sont sur les visites. Ouais, ça va être globalement le volume de recherche sur votre marque, ça va être le taux de clic sur votre marque sur des expressions, ça va être la notoriété, en fait, que vous allez générer. Alors, je vous l'expliquais tout à l'heure, mais il y a des cas particuliers sur lesquels on le remarque beaucoup. Et ensuite, on a toute la partie UX pour expérience utilisateur. Ce sont des critères qui ont été intégrés il y a 3-4 ans, avec notamment la partie sécurisation des sites Internet et le HTTPS. On a ensuite la partie responsive qui est devenue de plus en plus importante. Et on a effectivement le temps de chargement aujourd'hui, même s'il a en fait un impact assez infime, c'est devenu un indicateur vraiment de performance en fait et d'intérêt pour les moteurs de recherche comme Google. Patrice, responsive, c'est clair pour tout le monde? Ouais. Ok. Je pose une question bête, mais au niveau de responsive, les tablettes, c'est important ou pas? Alors aujourd'hui, ça dépend si on s'adresse en fait à du B2B ou du B2C. Mais dans tous les cas, la tablette disparaît. Ouais, d'accord. Pour répondre un petit peu à la question. On est d'accord que le portable est vraiment la partie la plus importante. Exactement. En fait, on a une grosse tendance. En B2C, on a 75% des utilisateurs qui sont sur smartphone et on a 20-22% en fait qui sont sur PC et 2-3% sur la tablette, pas beaucoup plus. Et en B2B, c'est l'inverse. On va être vraiment 75% en fait PC, smartphone et tablette quasiment pas en fait. Donc c'est vraiment ça les ratios. Donc là, c'est la source de ces critères, parce que j'avais en tête, moi, le contenu était beaucoup plus important, les backlinks, donc la popularité aussi, beaucoup plus importante que la technique là, qui est très mise en avant. Ouais. Alors là, j'ai pas du tout ce que représente, j'ai pas terminé encore, mais globalement, ce que je représente ici, c'est la photo d'un site en particulier. Et globalement, en fait, chaque critère ont une pondération plus ou moins importante aux yeux de Google. Ça, c'est totalement vrai. Et en fait, le site que vous avez et les sites que vos concurrents ont des forces et des faiblesses. Là, par exemple, on a un site qui est récent. C'est l'exemple d'un site. On a un site récent. Vous venez de créer votre boîte. On a un site qui est récent et qui, l'agence, va prendre en compte tous les aspects techniques du site Internet pour valoriser le référencement naturel. Donc là, on va être très bien noté aux yeux de Google. On va structurer le contenu, etc. En contenu, on est pas mal, mais pas très bon non plus par rapport à la concurrence qui a plus d'historique et qui a créé plus de contenu en fait dans le temps. Et là, en fait, on a encore une marge de manœuvre par rapport à de la concurrence. Et par contre, je lance ma boîte, j'ai très peu de liens qui pointent vers moi, et donc ma popularité est relativement faible. Et c'est sur ces axes-là, justement, qu'il va falloir travailler pour favoriser, développer, en fait, mon référencement naturel. Donc, effectivement, on a la notoriété aussi, donc, ce qui touche un petit peu à toute la communication, et l'expérience utilisateur qui a été pris en compte dans la conception du site Internet. Donc, globalement, là, c'est la photo d'un site Internet qui vient d'être conçu au final.
Sur la partie technique, on va avoir... Hop là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le référencement naturel, on a à peu près entre 250 et 300 critères. Je ne les ai pas tous listés. On va parler de famille de critères et parler des critères les plus importants. Parmi les critères techniques les plus importants, on va avoir la partie structure du contenu. C'est-à-dire que mon site est constitué de texte, de contenu, et on va le valoriser, le structurer pour apporter du sens. Je vous donne une idée, en fait. Quand vous lisez un journal, le journal, en fait, le contenu va être structuré. On va voir un gros titre, on va voir un chapeau, on va voir des paragraphes, des sous-titres, etc. Et bien pour Google, de la même manière, on va avoir des balises qui sont normalisées pour structurer le contenu. Et pour structurer le contenu, on va parler bien souvent des balises HN, H1, H2, H3. H1 étant celle la plus importante qui définit en fait le titre de la page. Et on va structurer au final, là j'ai repris l'exemple du site de la CPME, qui présente en fait un article, et on va avoir des petits outils qui vont nous permettre de visualiser la structure du contenu. Et dans notre cas, l'outil s'appelle HeadingsMap, c'est un outil qu'on applique sur les navigateurs, et dans notre exemple, on a un titre qui est bien défini et des sous-titres. Donc on a une structure de contenu qui est logique et pertinent aux yeux de Google. Donc la structure du contenu permet de créer de la pertinence aux yeux des moteurs de recherche et de l'utilisateur. Et on va voir aussi les traditionnels meta-titles et meta-descriptions. C'est relativement connu. Donc voilà, structure du contenu qui permet de valoriser et créer de la pertinence. Ensuite, on va voir, et tu le disais tout à l'heure, l'arborescence. Comment est-ce qu'on structure l'arborescence de son site Internet? Et ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de pages que l'on a sur son site va avoir une importance. Donc aux yeux de Google, la taille compte. Donc plus on va avoir de pages indexées dans les moteurs de recherche, et plus on va créer de portes d'entrée potentielles. Vous le savez. La taille comptée. Mais oui. On l'a toujours dit, mais nous les hommes, on refuse en fait de l'accepter. Donc voilà, plus on va avoir de pages en fait indexées, et plus on va avoir de portes d'entrée en fait pour les visiteurs. Donc d'où l'intérêt bien souvent de créer un blog, une partie en fait actualité pour créer du contenu et créer de nouvelles portes d'entrée. Et on va avoir l'arborescence, sont des petits outils en fait qui vont nous permettre de faciliter en fait l'indexation des moteurs de recherche grâce au sitemap et au robot.txt, qui est plus ou moins bien pris en compte par Google depuis 2019. Donc ça, c'est les critères un petit peu techniques, lambda, on va dire. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle le balisage sémantique. Ça vous parle peut-être un peu moins. C'est une manière, en fait, dont on va structurer le contenu sur son site Internet pour apporter un sens aux informations. Je vous donne un exemple. Imaginons en fait que vous postiez en fait un article sur votre blog. Sur cet article, en fait, vous intégrez en fait une image. Qu'est-ce qui dit que l'image que vous intégrez ne peut pas être interprétée comme le logo de votre site aux yeux de Google? Rien du tout. En fait, une image est une image pour Google. Un texte est un texte. Et en fait, le balisage sémantique, ce sont en fait des bibliothèques qui permettent de structurer les informations et de donner du sens aux informations. Les plus connus, en fait, c'est souvent en e-commerce. En fait, en e-commerce, on va donner, en fait, on va structurer le titre, on va donner comme information précise le titre, le nombre d'avis, le prix, les photos, de manière à faire apparaître au final cette mise en page avec le nombre d'avis, le nombre de votes, le prix. Ça, c'est en fait un visuel, un rendu que l'on voit assez régulièrement, et c'est grâce à un balisage spécifique qu'on appelle le balisage sémantique. Alors, on a des balisages sémantiques pour les produits. On va voir du balisage sémantique aussi pour les foires aux questions. Et ça, on le voit de plus en plus depuis globalement 2 ans. Les foires aux questions, c'est-à-dire qu'on va baliser d'une manière très spécifique des questions et des réponses sur son site Internet pour les afficher dans les résultats de Google. Quel est l'intérêt de ce balisage sémantique? Parce que les FAQ, ça veut dire que c'est une page à part, là, dans ce cas-là, c'est ça. Ça renvoie directement vers la foire aux questions. On la met à jour aussi, les questions, donc ça fait du mouvement, si ça aussi, non? Ça fait du mouvement, mais généralement, on va les laisser, on va créer des nouvelles. D'accord, ouais, c'est ça. Donc, ouais. On met à jour. Okay. Là, pour le coup, ouais. Quel est l'intérêt de faire ce balisage sémantique?
L'intérêt, alors ça ne favorise pas réellement le référencement naturel, par contre, visuellement, dans les résultats, ça va attirer l'œil. Et on va prendre plus d'espace visuel également dans les moteurs de recherche. Sur une page de Google, il y a 10 résultats naturels et des ads. Globalement, plus on va occuper d'espace en fait sur la première page, et plus on aura de chance en fait d'être cliqué. Donc, ça a l'avantage en fait de favoriser le taux de clic sur vos résultats. Donc, on va en avoir pour les foires en question, on va en avoir en fait pour beaucoup d'informations. Là, par exemple, sur les événements d'Angers, si vous déclarez en fait des événements, je pense à la CPME qui génère beaucoup d'événements, si on balise spécifiquement les événements en fait sur le site internet, eh bien, il y a une mise en page spécifique pour événements plus ville. Si vous tapez, par exemple, acteur Titanic en fait, dans Google, vous allez voir tous les acteurs de Titanic qui ont joué dans le film. Et tout ça, en fait, ce sont des balisages sémantiques qui permettent de mettre en forme les contenus bien spécifiquement. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui favorise pas forcément en fait, le référencement en soi, mais qui permet d'améliorer la visibilité en fait, dans les résultats de Google. Ensuite, seconde famille de critères, on va voir la partie contenu. Dans le contenu, encore une fois, on a dit qu'il fallait avoir le plus de pages possible, mais il faut que chacune de ces pages soit le plus long possible. Il faut un volume conséquent de contenu. Plus il est long, et plus Google l'appréciera. On considère qu'une page doit contenir au minimum 800 mots. Alors, 800 mots, je ne sais pas ce que vous percevez un petit peu en fait la quantité. Ça fait une bonne page Word pleine. Ouais, facile. Ouais. Plus que ça. Et donc, imaginez ce contenu, ces 800 mots sur chacune de vos pages, et bien structuré en fait avec une balise H1 et découpé en fait avec des balisages 2 pour apporter en fait de la pertinence. Donc, il faut du contenu. Ensuite, il faut effectivement la structure. On va appliquer du H1, du H2, du H3 pour structurer l'information et donner du sens aux informations aux yeux de Google. Ensuite, ça c'est un critère, la tonalité, qui est apparu il y a 4 ans. La tonalité, c'est quoi? Sérieux, pas sérieux? Non, pas totalement. L'implication du visiteur dans l'article? Non. La tonalité, c'est on va poser des questions et on va s'exclamer. Le fait d'intégrer des questions aux yeux de Google, c'est-à-dire que l'on va mettre un point d'interrogation, eh bien, il va automatiquement se pencher sur la suite du contenu qui introduira bien souvent en fait, la réponse à la question. Et donc, de structurer son contenu en questions et paragraphes de réponse, parce que les questions peuvent être aussi des problématiques de vos personas, de vos cibles. Comment bien aménager en fait ma boulangerie? Vous sortez le paragraphe en fait pour répondre à la question. Ce qu'il faut bien comprendre en fait dans Google, c'est ce que disait Philippe, c'est que globalement, les gens qui viennent sur Google, ils ont un besoin ou une problématique. Je cherche à aménager ma boulangerie. Comment aménager un petit espace? Bam, je fais un article, 800 mots. J'ai la réponse. Donc voilà, on apporte en fait votre travail au final pour le référencement naturel, c'est de créer du contenu qui va apporter des réponses, des solutions aux problématiques de vos cibles. Donc la tonalité avec les questions, donc impliquant des réponses derrière, on va voir de l'exclamation pour donner plus de poids aussi au contenu. On a le champ lexical. Bonjour Manu. Donc la tonalité, on va voir le champ lexical. C'est quoi le champ lexical? C'est les mots-clés. C'est les mots-clés, voilà, les fameux mots-clés. Le champ lexical, on a historiquement dit qu'un mot-clé, en fait, sur une page, on allait le travailler en le répétant 5, 10, 100 fois. Sauf que c'était vrai il y a 5, 10 ans. Aujourd'hui, on va essayer d'avoir un champ lexical le plus riche possible pour intégrer en fait des mots-clés qui sont larges et générer en fait le plus de pertinence possible par rapport à la richesse de champ lexical que peut utiliser en fait l'utilisateur final.
Donc, on va essayer d'avoir un champ lexical riche, en fait, et pas dire aménagement boulanger, aménagement boulanger. C'est peut-être votre vocabulaire à vous, mais par contre, on a peut-être des mots-clés, en fait, qui sont plus utilisés par le client final que ceux que vous utilisez, qui est très technique potentiellement. Ensuite, on va voir le maillage. Le maillage, en fait, c'est un petit peu la clé du fonctionnement des moteurs de recherche. Est-ce que vous savez comment fonctionne un moteur de recherche? Un moteur de recherche, la base, c'est un robot. C'est-à-dire que le robot, il va venir sur votre site Internet, page d'accueil par exemple. Il vient sur votre site, sur votre page d'accueil, et en fait, c'est une machine donc, qui va suivre tous les liens qui sont sur votre site et enregistrer chacune des pages en fait, que compose votre site Internet. Donc, le lien entre votre référencement et votre contenu, ça va être le maillage. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que l'on va faire circuler le moteur de recherche d'une page A à une page B. Si vous avez en fait un article sur votre site qui parle du boîtier qu'il faut acheter en ce moment pour faire de la photo, eh bien, on pourra faire un lien vers l'objectif qu'il convient d'avoir aujourd'hui. Donc, on va faire circuler en fait les moteurs de recherche d'une page pertinente, d'une thématique à une autre en fait. Ensuite, dernier critère, et c'est un des plus importants, à mon sens, c'est effectivement d'avoir du contenu unique. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'important. On s'efforce tous, en fait, de créer du contenu. Créer du contenu, c'est long, c'est fastidieux, et on peut, en fait, par facilité, vouloir gagner du temps en copiant des petits bouts de texte à droite, à gauche. Eh bien, ça, c'est pénalisable. Et ça va vous être défavorable à très court terme. Donc, effectivement, il faut bien s'assurer que le contenu que vous créez est bien unique. Et ça, c'est essentiel. Il y a des applis, il me semble, qui permettent de vérifier, c'est ça? Alors, il y a des applications qui permettent de vérifier. Il y a des applications qui existent même pour permettre de dupliquer du contenu. C'est-à-dire qu'on va rédiger un texte, on va mettre des synonymes en face, et il va créer, à partir d'un texte, des centaines de textes. Alors, bon, c'est pas très qualitatif, mais ça existe. La petite flèche en bas. C'est ça. Je sais pas pourquoi, c'est régulier. Hop là. Ensuite, on a la popularité. La popularité, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ça va être représenté par le nombre et la qualité des liens qui pointent vers votre site. Pour être populaire, il faut avoir le plus de liens possible qui pointent vers votre site ou les plus gros sites de votre secteur d'activité qui pointent vers le vôtre. Je vous donne une image en fait, qui illustre bien en fait, le schéma. Ici, en fait, on a le petit site bleu qui a une popularité qui est plutôt bonne et dont sa popularité est générée par beaucoup de petits sites. Ensuite, on a le site B qui, lui, a une popularité qui est relativement identique, mais il n'a qu'un seul lien qui vient d'un très gros site qui lui transmet toute la popularité. Et en fait, on va développer sa popularité à l'aide de liens de qualité et qualitatifs aussi. Donc voilà globalement un petit peu. Alors comment est-ce qu'on peut faire du lien? Parce que c'est un des leviers qui est très important pour Google. Comment est-ce qu'on peut créer des liens de sites externes vers le vôtre? Des partenaires. Partenariat, par exemple, avec qui, avec quoi? Des gens qui sont complémentaires, avec lesquels tu travailles de temps en temps. Ouais. Vous avez envie justement des échanges de liens. Alors, c'est pas très apprécié par Google, le fait d'avoir des liens d'un site A vers un site B. C'est pas très apprécié, donc il faut quand même faire attention. Mais ça permet quand même de le travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On crée des sites satellites. Ouais, alors ça, c'est vraiment la technique d'escroc, mais ça marche. Comment ça, des Bah alors, Ah, c'est pas là, mais Ses propres sites. on crée sa propre galaxie de sites. Mais en fait, ça multiplie. Le problème, c'est que ça multiplie le travail. C'est-à-dire que globalement, on va créer des sites satellites pour telle thématique, et il va falloir eux-mêmes les référencer. Mais sur du long terme, et si on a un peu de budget, effectivement, ça peut valoir le coup. Effectivement. Je rejoins sa question dans ces cas-là, par exemple, pour un photographe qui fait B2B et B2C, oui. La solution de scinder, ça peut être une bonne idée, pour le coup.
Ça peut être une bonne idée. Après, je pense toujours taille. Après, les concurrents sont de soi-même. Mais il faut faire attention aussi parce qu'un particulier est un professionnel aussi. Et un professionnel est un particulier. Donc, faut quand même faire un test. Moi, je partirais sur un site qui intègre en fait les deux parties, B2B, B2C, et potentiellement faire des déclinaisons, soit par thématique, photo noir et blanc, ou photo en fait de mariage, peut-être pour travailler sur des expressions bien spécifiques. Alors, il y a une des manières en fait de créer du lien et de la popularité, c'est ce qu'on appelle du link baiting. Alors, on parle un petit peu anglais. On parle un peu anglais ici. Philippe nous l'a déjà fait tout à l'heure, c'est en anglais, donc c'est bon. Alors, quelqu'un pêche ici? Oui. Le bait, c'est la pêche à la mouche en fait, c'est pêcher en fait. Et le link, en fait, c'est le lien. Donc, c'est la pêche au lien. Et donc, la pêche au lien, comment est-ce qu'on l'a fait? En créant du contenu à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un blog, on crée du contenu spécifiquement pour l'utilisateur final, mais on peut essayer, en fait, on peut se dire aussi, je vais créer du contenu à forte valeur ajoutée, de l'analyse, du contenu qui pourra être repris, en fait, par des sites connexes d'actualité, des sites thématiques qui vont reprendre mon contenu, faire des liens vers mon site. Et au-delà du contenu, ça peut être aussi des vidéos, ça peut être ce qui a très bien fonctionné, ce sont des infographies métiers. Je vous donne un exemple. On avait bossé il y a quelques années pour une société qui faisait des diagnostics immobiliers quand on vend en fait des biens immobiliers. Donc on avait fait en fait une petite infographie qui présentait tous les diagnostics obligatoires en fait pour le particulier. Et en fait, ils avaient été distribués en fait auprès de toutes les agences immobilières avec qui ils travaillaient. Et en fait, ça avait été repris sur leur site et généré en fait beaucoup de liens. Donc on crée du contenu. Le link baiting, c'est de créer du contenu très pertinent en fait, très pertinent et à forte valeur ajoutée qui pourrait être repris et qui pourra générer des liens du coup vers votre site. Patrice, pour information, il est 10h43. Parfait, il me reste encore 20 minutes. Il y en a qu'un autre, le jeune homme à suivre. Le problème, c'est qu'il y en a qui parlent beaucoup. Allez. Ensuite, on a le critère de la notoriété. La notoriété, c'est une forte recherche de votre marque dans les moteurs de recherche et un taux de clic important en fait sur votre marque dans les moteurs de recherche. Et c'est un critère en fait que l'on voit souvent et qui est souvent valorisé lors de campagnes de communication, notamment quand on fait de la radio, quand on fait de la télé. En fait, le fait d'avoir une augmentation du recherche de votre marque, une augmentation du nombre de clics sur votre marque dans le moteur de recherche, Google va interpréter en fait le fait que votre marque est beaucoup recherchée et pertinente par rapport en fait à son champ lexical et va le faire monter. Et la notoriété, en fait, indique simplement que la communication au final de votre marque sur tous les canaux va influencer sur votre référencement naturel. Faire de l'emailing, les réseaux sociaux, va favoriser en fait la promotion et la notoriété de votre marque et donc influencer sur le volume de recherche de votre marque en fait dans les moteurs de recherche. Donc, voilà un petit peu la partie notoriété. Et on a ensuite le dernier critère qui est le plus récent et aussi un peu plus le plus technique, on va dire, c'est la partie expérience utilisateur. Et dans la partie expérience utilisateur, effectivement, on a toute la partie responsive. C'est ce que je disais tout à l'heure. Globalement, en B2C, c'est 75% en fait des visiteurs vont être sur smartphone. En B2B, ça va être globalement l'inverse. Ensuite, on va voir le chargement du site. Chargement du site qui a de l'importance, pas tant sur le levier en fait du référencement naturel que de l'expérience utilisateur. On va avoir le levier de la sécurité et tous les éléments perturbateurs qui vont apparaître sur le site internet, Google ne va pas l'aimer. En fait, si vous avez des pop-up, si vous avez des contenus qui sont cachés, Google ne le prendra pas bien en compte. Donc, il faut bien faire attention en fait à fournir en fait du contenu et à moins perturber l'utilisateur en fait dans sa navigation. Donc tout à l'heure, on avait un schéma d'un site qui était relativement neuf et récent. Et on a ici en fait une image d'une photo d'un site internet qui est beaucoup plus ancien, qui va avoir beaucoup plus de popularité, une forte notoriété, peu de contenu et avec beaucoup de lacunes techniques. Eh bien,
ce qu'on va se rendre compte, c'est que bien souvent, la popularité va avoir une forte importance en fait aux yeux de Google. C'est-à-dire que le nombre de liens qui vont pointer vers votre concurrent va lui servir beaucoup. Et donc, pour contrebalancer ça, qu'est-ce qu'on va faire? Travailler sur les autres axes. On va travailler les autres axes, exactement. C'est-à-dire que la popularité, c'est un des leviers les plus compliqués à travailler, mais c'est aussi un des plus importants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du contenu. On va augmenter en fait artificiellement la taille de notre site en créant du contenu pertinent, bien entendu, et augmenter la taille du site, augmenter le nombre de portes d'entrée sur mon site Internet pour augmenter l'audience sur mon site Internet. Donc, voilà globalement. On a ensuite, pour conclure, donc pour répondre effectivement à la question, le SEO permet-il de mieux vendre? Ce qu'il faut bien se rendre compte, effectivement, c'est que le référencement naturel et les ads sur Google partent d'un principe que les personnes qui recherchent sur Google ont un besoin, ont une problématique. Et que les gens, en fait, qui vont cliquer en fait, sur les résultats vont attendre une réponse, un résultat, et à combler en fait leur problématique. Donc, c'est de ça que le SEO en fait, est un levier qui est très intéressant. Par contre, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous allez activer en fait des leviers de visibilité, le référencement naturel, les ads, le community management. C'est pas ça en fait qui va en fait vous permettre de vendre. C'est pas les leviers de la communication. C'est votre site derrière en fait. C'est votre site, c'est ce que disait Philippe, c'est que globalement vous activez des leviers. Pour reprendre un petit peu ce qu'il expliquait tout à l'heure, vous allez en fait activer des leviers qui vont permettre de faire venir des gens. Vous avez le SEO, vous avez les ads, vous avez le social media, et en fait, ils vont vous permettre de faire venir des gens sur votre site internet. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que vous allez par exemple dépenser 100 euros. 100 euros, c'est soit de l'argent, soit du temps. Et vous allez faire venir des gens sur votre site internet. La problématique, c'est que s'ils viennent sur votre site et que vous ne répondez pas en fait à leur interrogation ou leur problématique, ben, ils repartiront. Ils iront voir la concurrence. Et donc, ce qui est important au final, c'est votre site internet. C'est votre capacité au final à transformer un visiteur en lead, en contact, en client. Et donc, on va parler effectivement ici de taux de conversion. Le taux de conversion, c'est votre capacité, la capacité de votre site internet à transformer un visiteur en lead, très simplement. Et globalement, un taux de conversion, est-ce que vous avez une idée en fait des taux de conversion d'un site internet? 2%. Alors 2%, c'est en e-commerce. C'est la moyenne nationale en fait en e-commerce. 10-15 sur les sites de manière générale, 10 à 15%. Non, c'est très élevé, 15%. C'est vraiment sur des sites très spécifiques qu'on va être à 10-15%. 5%, non. En fait, en e-commerce, c'est 2%, moyenne nationale. 2% en moyenne nationale. Et en B2B, c'est beaucoup moins. On est inférieur à 1%. Donc, ça veut dire qu'il faut faire venir soit beaucoup plus de personnes ou alors améliorer le plus possible en fait l'expérience utilisateur pour apporter des réponses en fait à vos visiteurs. Plus vous allez travailler, je crois qu'on est encore, je pense que je suis sympa. Je pense qu'on a 0,5%. 0,05. 0,5. 0,5%. En B2B. En B2B. Ouais. Et je pense qu'on peut même descendre sur certains sites. Et en B2C, tu sais à combien? Alors, B2C, je parle de vente, c'est 2%. Donc, si vous déployez en fait beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour activer les différents leviers en fait, et que derrière en fait vous avez des taux de conversion qui sont très faibles, eh bien vous perdrez de l'argent. On parlait de retour sur investissement tout à l'heure, eh bien c'est très important. Votre site internet est aussi important que les leviers que vous allez déployer après. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? En fait, par rapport à ton analyse, ça veut dire que finalement, globalement, pour quelqu'un qui fait du B2B, le site, c'est pas forcément là où il fait un peu le plus d'énergie. Pardon? C'est pas là où il faut mettre le plus d'énergie finalement. Sur les leviers? Oui, sur le site.
C'est du B2B, si on fait du B2B. Si, c'est d'autant plus important. C'est-à-dire que le taux de conversion est d'autant plus faible qu'il faut en fait essayer de bien définir en fait ces personas qui sont mes cibles, quels sont leurs besoins. Et à partir du moment en fait on a compris quels sont leurs besoins, il faut en fait penser toute la partie expérience utilisateur. Ils viennent pour une problématique. Est-ce que je réponds à leur problématique? Et comment je leur permets, comment je permets en fait de crédibiliser et de rassurer en fait mes visiteurs sur ma capacité en fait à répondre en fait à leurs problématiques. Et derrière, une fois que je les ai informés, rassurés, est-ce que je leur donne la capacité de prendre facilement contact avec moi? Dans le type de sécurité, le contenu, parce que le blog, une page de blog a autant de poids qu'une page du site. Oui, une page est une page. Une page. Moins de tags, moins de balises. Non, une page est une page. Après, c'est la manière dont on va structurer en fait le contenu et toute la partie arborescence qui descend en fait d'un sujet. Ce qui veut dire, c'est qu'il a peut-être moins de popularité que, par exemple, une page d'accueil. Parce que du coup, elle a moins de liens. Mais en vrai, En fait, effectivement, c'est effectivement, tu as raison. La page d'accueil est la page globalement la plus populaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la page d'accueil représente 20% des entrées sur un site internet, pas plus. Et que globalement, les gens, quand ils arrivent en fait sur un site, ils arrivent à 80% sur des pages internes. C'est-à-dire que Google considère les pages internes comme plus pertinentes que la page d'accueil. Et les pages Google peuvent avoir cette fonction-là. Oui, tout à fait. De redirection vers la page de vente concernée, en fait. Aussi. Il faut penser en fait chaque page comme une page d'atterrissage et prendre la main en fait de l'utilisateur pour atteindre l'objectif. C'est lui présenter, l'informer, donc lui présenter en fait vos prestations et le rassurer en disant que vous êtes les meilleurs, en apportant en fait des preuves en fait de votre pertinence. Est-ce que c'est bon au niveau des questions? Oui, allez-y. Au niveau des pages qui sont sur Internet, la plupart, maintenant, il y a la possibilité de partager justement sur les réseaux sociaux. Le fait de partager une page sur les réseaux sociaux a-t-il une légère incidence ou pas sur le SEO? Parce que certaines pages sont avancées. Je dirais non. Ouais. Non. Globalement, alors déjà, vu que tout le monde peut le faire, ça s'annule, on va dire. Mais globalement, en fait, les liens qui sont sur les réseaux sociaux, bien souvent, il faut être connecté. Et donc, bien souvent, ça n'est pas bien pris en compte. Donc, globalement, je vais répondre non. Et c'est souvent, en fait, peu utilisé, pas utilisé du tout. Ça dépend des secteurs, mais globalement, c'est très peu utilisé. C'est 0,001% des gens qui cliquent dessus. Par contre, par exemple, sur des sites de vente immobilier, ce qui peut être intéressant, mais ça n'a rien à voir avec le SEO, c'est de permettre en fait de transférer en fait la page ou l'offre à quelqu'un par mail. Ça peut être intéressant. Mais le partage sur les réseaux sociaux, on partage assez peu d'une manière générale. D'accord. Est-ce que vous avez fini sur les questions? Ce qu'on se propose, c'est que vous faire un petit caout de quelques minutes, voir si vous avez bien digéré tout ce qu'on s'est dit. C'est sur celui-là. Alors, est-ce que vous pouvez vous connecter sur kahoot.it? Kahoot, K-A-H-O-O-T.it. Et c'est le premier lien. .it. Et vous arrivez sur une page où vous avez un code à rentrer normalement. Continue. Kahoot. Oui, c'est ça. Je laisse. Ouais, on va le faire là. Vous allez avoir un code qui va être généré. Attendez, il arrive. 279 85 04. Si vous pouvez juste vous inscrire votre prénom et on va voir qui est prêt à jouer. Tatiana. Comment? Comment Kahoot.it et vous cliquez le code, vous l'avez? On a Loïc, on a Thomas. Thomas Hat, il y a Lise. IT. Alexandre. IT. Lise. Allô? Oui. Est-ce que tu peux répéter le code, s'il te plaît? Oui, 279 85 04.
Alors, attends. Au début, je ne sais pas si c'est 979 ou 200. Alors, je recommence. Ouais. 279. 2 279. Oui. 8504. Merci. Alors, on a le parole là déjà, non? 2, 4, 6, 8 et 2, 10, 2, 4, 6, 8, 9. En fait c'est cette page-là qui n'est pas affichée, je pense. Ouais, mais vous allez avoir, quand je vais démarrer, ça va s'afficher, ça va faire un push sur votre. C'est bon, on doit être pas mal là. Allez, c'est parti. Démarrer. On va simplifier. Allez hop, ouais, ils sont dingues aujourd'hui. Attention, première question. Parti. Un quiz. Oh là 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 là. Alors là, Patrice, là, il vous a tout expliqué. Alors, vous cliquez, vous avez des petites figures qui apparaissent. Quel est le critère SEO à favoriser pour être bien référencé? La technique, le contenu, la popularité ou l'expérience utilisateur? Plus que 18 secondes. Hein. 17, 16. Ah, je ne sais pas combien il y a de personnes au total. Du coup, je ne sais pas si on est au complet. Cholet a fait un seul. Ouais, on doit être pas trop mal. Tout le monde a répondu? Pas mal. Donc la bonne réponse, c'était le contenu. Que 2 bonnes réponses. Et voilà, donc on va voir. Et voilà, bon, voilà. Heureusement qu'il y a Thomas Cholet. Cholet, il y a du jus de cerveau là. Alors c'est parti. Deuxième quiz. Tu l'as pas dit, ça, si? Je ne l'ai pas dit. Ah là, c'est la surprise. Ah ouais. C'est la surprise. C'est plus un questionnaire. Ouais. Beaucoup trop longtemps. Ah, c'est- Ouais, beaucoup trop longtemps, c'est trop. C'est bon? Donc là, tu vas pouvoir commenter. Parce que comme tu l'as pas dit, Combien de temps faut-il attendre avant d'avoir des résultats sur les actions actions SEO engagées? Après, hein. Est-ce Ouais. que c'est immédiat, 1 mois, 6 mois, 12 mois, 12 mois en moyenne? beaucoup trop longtemps. Beaucoup trop longtemps. Alors moi, excusez-moi, ça marche pas. Je pense qu'il y a un problème de navigateur. Ça marche. J'ai un affichage qui ne fonctionne pas. Ah bien, tu as déjà changé. Donc effectivement, Ah mince! c'est 6 mois globalement en fait, pour avoir en fait les premiers résultats. Ah d'accord. Donc 6 En mois. moyenne. En moyenne. Donc finalement, on a notre Philippe Sprinter et 2 marathoniens SEO, Community Management, plutôt sur des temps un peu plus longs. Troisième quiz. Laurent, est-ce que Oui. tu peux partager ton écran ou pas? Parce que nous, on voit pas. Vous ne le voyez pas, alors. Ah non. On n'a que le mail. Mais après, on est en retard. Ouais, en fait, on n'a pas les, On va vous questions. donner les questions. Quel est l'intérêt d'investir dans un levier long terme comme le SEO? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est chronophage? Quel est l'intérêt d'investir dans un levier long-termiste? Ah oui, rouge, rentable, durable dans le temps, bleu, rentable, jaune, chronophage, vert, aucun. Aucun intérêt. Pourquoi on ne veut pas ça? C'est partager. En haut là, peut-être déclic et reclic. Alors. Je vais commenter. Ouais, vas-y, je te laisse faire. Est-ce qu'on le voit? Là, ils vont le voir. Vous le voyez là? Alors, durable dans le temps, effectivement. Le référencement naturel, en fait, a un avantage comparé aux ads, par exemple. C'est vraiment ce qui est mis en confrontation. L'ADS, à partir du moment où en fait, on n'a plus de budget, en fait, on disparaît. Donc, on n'a plus d'audience, donc on n'a plus de leads. Le référencement naturel, même si on stoppe en fait, au bout d'un moment donné, en fait, le référencement naturel va avoir une inertie et durer dans le temps. Et donc, vous pouvez travailler en fait, dans le temps et c'est relativement durable dans le temps. Vous le voyez ou pas, Cholet? Vous le voyez ou pas? Oui, c'est bon, merci beaucoup. Ok, super. Et on avait tout bon jusqu'à présent, mais sauf que ça. Ouais, non, mais le dis pas que c'était. Ah bon, d'accord. Je le dis pas, mais c'est vrai. Hein. Non, mais le dis pas. Donc, il y a comme Julien qui surclasse tout le monde là pour l'instant. Hein. Donc, suivant. Alors, petit quiz encore. Quel est le levier activé en priorité pour générer des ventes sur le court terme? Bon, voilà, il y a des mots-clés là. Est-ce que vous avez bien suivi? Le SEO, les ads, les réseaux sociaux ou la moulaga? C'est une nouvelle technique qui vient directement de Californie. Ça vient de Californie, ça. C'est un mot qui n'existe pas, c'est ça? Bon, c'est qui a fait la question. Bon, Philippe, j'ai l'impression. Bon, 11 bonnes. Ouais, mais regarde-moi, j'ai 11 bonnes réponses. Mais Philippe, ça veut dire que. J'aurais aimé un moulaga quand même. Donc, Julien qui performe toujours aussi bien. Alors, un petit sondage. Pensez-vous que les ads puissent être bénéfiques à l'augmentation de chiffre d'affaires de votre business? Ouais.
Oui, non, Il je n'y a ne pas sais de pas. bonne ou de mauvaise réponse là. Hein. Ouais. Ça C'est un fait pas de sondage. point, c'est un sondage. C'est un sondage, pour avoir votre avis. Pensez-vous que les publicités. Oui, rouge, non, bleu, jaune, je ne sais pas. Vert, c'est quoi les ads déjà? C'est quelle couleur la moulaga? Alors, oui. Ouais. Ok. A priori, on Ouais, est donc, l'ensemble des personnes pensent qu'effectivement, ça peut avoir un impact sur le business. plutôt engagé. Ok. Un autre sondage. Quel budget seriez-vous prêt à consacrer dans sa globalité pour votre acquisition web? Par mois. Par mois. Moins de 500, entre 500 et 1000 euros, entre 1000, 1000 et 2000 euros, plus de 2000 euros par mois. Oui. Ça permet, vous avez vu, de vous situer. Hein. Philippe a donné quelques petits chiffres tout à l'heure. Alors, on a moins de 500,5 €, entre 500 et 1000, ok. Ce qu'il faut, là, en fait, ce qu'il faut imaginer là-dessus, de coup, c'est que l'ensemble de ces actions, ça coûte effectivement de l'argent. Ne serait-ce que pour l'investissement publicitaire, si vous faites des ads, on a vu tout à l'heure que le budget pour aller tester, que ce serait par exemple sur un LinkedIn, on est déjà à 400 € minimum pour pouvoir investir quelque chose. Vous voyez que de quoi un budget mensuel par mois, si on veut activer du SEO, des réseaux sociaux, des ads, sans faire appel à personne, là c'est juste 400 € de budget publicitaire dépensé. Ça veut dire qu'on sait le faire. D'accord? Donc ça veut dire, vous voyez, c'est juste pour vous donner en fait un ordre d'idée sur, en général, quand on veut tout activer, on a des budgets qui surpassent largement 2000 € par mois. Et ensuite, la question, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais prioriser? Est-ce que j'ai besoin de générer sur le long terme? Est-ce que je veux aller sur le moyen terme ou le long terme? Voilà. Voilà, t'es bien. Okay. Excusez-moi. Et Philippe, c'est moi qui j'ai bugué, Philippe. Ouais. Ok. Je voulais le virer. Quel est l'objectif principal du community management? Ouais. Pour obtenir plus de clients, occuper ses journées, augmenter sa notoriété, augmenter le trafic sur votre site web. Donc, il y a l'équivalent de la moulaga. C'est une variante de la moulaga. Augmenter sa notoriété, tout à fait. Ouais, donc on est bien là-dessus. Hein, c'est ce que tu nous as dit. Il en a perdu 3 personnes. Ouais. Donc là, ouais. Oh, Julien, Thomas, sa bataille dure. Alors, quiz. Allez, encore 4 questions. Ouais, pour une bonne communication sur les réseaux sociaux, faut-il tout mettre le même jour, publier régulièrement, faire des posts commerciaux, publier à n'importe quelle heure? Alors là, Antoine nous a... Ah oui, c'est derrière. Voilà, bim. Oh, Antoine, ça c'était clair. Par moi, c'était clair. Boum. Alors, pardon. Hop. Oh là 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 là. Ah voilà, donc là, Julien. Le large. C'est qui, Julien? C'est moi. Ouais, Julien, là, voilà. Alors, quel est le réseau le plus utile pour le B2B? Tu l'as évoqué. C'est TikTok. LinkedIn, TikTok, Facebook, Instagram. Pro, TikTok. On a vu dans les stats. S'appuyer sur les conseils d'un pro. Bon, donc tu confirmes, Antoine, Ouais. hein, de manière générale. Voilà, si, évidemment. Hein, de manière générale, c'est LinkedIn et tu as dit tout à l'heure selon la cible, pour certains, ça pourrait être du TikTok, tu évoquais des jouets ou des marques pour ados, par exemple. Hein. Bon, ça maintient. Avant-dernière occasion de remonter dans la course, quel réseau social qui a le plus d'utilisateurs actifs en France? Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook. Bon, tu l'as dit. Même si on dit aujourd'hui que ça devient le réseau social des vieux, c'est ce que j'entends un peu comme expression. On le voit dans l'étranger. Hein? Souvent, toi ou... Bah justement, j'y suis pas parce que je suis passé au-delà, moi. Il n'y a pas de compte vie que ça en fait. J'ai gardé mon compte vidéo, t'as raison. Bon, je vois. Ouais, Skyblog. Pour le pro. Quelle est la moyenne de temps passé par jour sur les réseaux sociaux par les Français? Tu nous l'as évoqué. Un peu. Tu l'as dit. Un peu de choses près. Je l'ai pas montré. Ouais, mais tu l'as dit. 5h34. C'est pas précis. Ouais. 5 heures. Alors voilà, donc c'est 1h46 en moyenne sur les réseaux sociaux par jour. Donc vous voyez, c'est énorme.
Alors, oh là là. Et encore, c'est vrai. Le podium. Oh, bravo Loïc. C'est qui Loïc? Bravo Loïc. Lise en deux. Lise en Waouh, deux. waouh, waouh. Et là, Et le podium. Thomas, et voilà, carré. Sur la dernière ligne droite, Thomas est passé en tête. Merci, merci. Et voilà, énorme, énorme. Bravo. Ah, quel rebondissement. Ah là 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 là. Donc 67% de bonnes réponses, pas mal. Hein, et la question la plus difficile pour être bien référencée. Un grand merci pour la participation à cet atelier. Comme tu l'as dit, Tatiana, je crois qu'il sera disponible sur le site dans quelques temps. On va l'envoyer à tout le monde. Voilà, et donc il y aura la possibilité de replay. Comme vous l'avez compris, on peut suivre tout ce qui se passe, donc on verra combien de personnes iront sur le replay pour regarder cet atelier. Bah, c'est vrai, oui, c'est toujours utile. Tatiana, qu'est-ce qu'on fait à la fin d'un atelier? On dit merci, on l'a fait. Merci à tous ceux qui sont là. Bonne continuation. Et puis voilà, les experts restent à votre disposition si vous avez des questions un peu informelles en dehors de l'atelier. Hein, merci beaucoup d'être venu en tout cas. Bonne continuation. Maman, que ça indiqué sur la présentation? Non, pas. Si, ça doit y être.